cycle de conférences en littérature et résonance médiatique ici au NT2 Concordia. Alors, M. Dominique Arsenault, bienvenue. Professeur au département d'histoire de l'art et d'études cinématographiques à l'Université de Montréal, diplômé à la maîtrise et au doctorat également de l'Université de Montréal, et qui s'intéresse surtout dans ses recherches, évidemment, aux jeux vidéo. Alors, ce soir, sa conférence s'intitule Enjeux de la narration dans le jeu vidéo et vice-versa, repenser le récit au prisme du jeu et de la simulation. Merci Sophie. Bonjour à tous. Ça me fait plaisir de venir ici pour la première fois. C'est la première fois que je viens à NT2 Concordia. Je pense que je vais m'asseoir, sinon je vais être dans le coin puis trop l'air d'être en punition. Ça me fait plaisir de venir ici, venir parler un petit peu de mes recherches. La présentation que j'ai organisée est un peu un bilan, une synthèse des 3-4 dernières années de travaux que j'ai menés là-dessus. Donc, j'ai intitulé ça « Enjeux de la narration dans le jeu vidéo et vice-versa », c'est-à-dire qu'est-ce que le jeu vidéo pose comme question à la narration en général. Et qui parle de narration, parle de fiction, et qui parle de jeux vidéo, parle de jeu, et qui parle de jeu, parle de ludique, et qui parle de ludique, parle de simulation. Donc, c'est un peu ça mon train de pensée que je vais vous proposer ici. Il y a beaucoup de ça qui est des constats. Donc, c'est l'idée centrale, je dirais, que je vais présenter, c'est l'idée qu'il y a une parenté, et il y a un lien fort entre la fiction, le jeu, et donc que le jeu vidéo, finalement, s'articule autour de récits et met en place des récits d'une façon, pas nouvelle, mais qui ramène à la surface des choses qui étaient déjà présentes dans les récits, dans la fiction, dès le départ. Donc, voilà, moi j'ai fait un petit parcours dans l'industrie du jeu vidéo. C'est comme ça que je suis arrivé à la maîtrise puis au doctorat comme scénariste. Et donc, je voulais développer de nouvelles façons de raconter des récits interactifs plus intéressants. Et finalement, je suis tombé dans la potion ou la soupe, finalement, des jeux vidéo, de l'étude du jeu vidéo. Et c'est pour ça que j'ai fait un doctorat pour le bien de la science, etc., etc. Donc, c'est mon ambition. Alors, petit plan pour aujourd'hui. 3 sections. C'est plus le fun que ça en a l'air. Donc, j'ai préparé des biscuits chinois qui vont être au menu tantôt. Donc, ça va être assez intéressant. Alors, je vous donne un petit peu le plan qui est là. Gardez ça en tête. Et pour ceux qui sont venus pour Christian Bégin, il va faire une apparition en fin de parcours. Donc, vous savez, c'est un artiste de grande importance, un poids lourd. Donc, c'est pour ça qu'on le sort seulement à la fin. Je ne pense pas que j'ai réussi à aborder tout le monde que j'avais mentionné dans les diverses annonces que j'ai faites sur Facebook pour relayer l'information. J'avais dit que je parlerais de Wittgenstein, Deleuze, Genette, Picsou, etc. Finalement, il y en a quelques-uns qui sont passés de l'autre côté, mais on va quand même avoir du fun. Donc, la première chose dont je veux vous parler, c'est le débat universitaire narratologie-ludologie qui a fondé un peu la discipline de l'étude du jeu vidéo. Donc, l'étude du jeu vidéo est née à peu près en 1997, quand 2 ouvrages importants sont arrivés, chacun évidemment d'un côté et de l'autre du camp des narratologues et des ludologues. Il y avait Espen Arset qui a sorti un livre qui s'appelle Cybertext en 1997, et de l'autre côté, Janet Murray qui avait sorti son livre qui s'appelait Hamlet on the Holodeck. Et donc, pour Janet Murray, le jeu vidéo est finalement un média narratif par excellence. On n'a seulement pas encore trouvé notre Citizen Kane, on n'a pas encore trouvé comment exploiter la spécificité du média pour raconter de belles, grandes et inspirantes histoires. Pour Espen Arset, oui, il y a des histoires dans les jeux, mais c'est assez secondaire, somme toute. Il faut d'abord les comprendre en tant que jeu. Derrière, il y a toute une posture qui relève un peu d'une position politique. Quelle devrait être la place de l'étude du jeu vidéo à l'université? Qui devrait étudier le jeu vidéo? Dans quel département devrait-on trouver ça, etc. Je passe un peu là-dessus pour l'instant. Je commence par vous présenter un peu les fondements de ce débat-là pour vous montrer que ce n'est pas juste des universitaires qui ont créé une opposition pour fonder un champ disciplinaire et se donner une certaine légitimité. C'était quelque chose qui habitait les gamers depuis toujours, en fait. Greg Costikyan, c'est un designer de jeux, donc il a fait une cinquantaine de jeux vidéo, des jeux de table, des jeux de rôle sur table, etc. Et en 1994, déjà, dans une revue professionnelle, le Game Developer Magazine, il publiait un article, I have no words and I must design, où est-ce qu'il disait, bon, notre problème, c'est qu'on n'a pas de théorie quand c'est le temps de faire des jeux vidéo, quand c'est le temps de faire des jeux en général même. Et donc, un des exemples qu'il mentionnait, c'était, dans le fond, en fait, il essayait d'ouvrir un questionnement un peu ontologique, finalement. Qu'est-ce qu'un jeu? Alors, le jeu n'est pas ceci, n'est pas cela, et parmi sa liste, il y avait, le jeu n'est pas une histoire. Pourquoi le jeu n'est pas une histoire? Il commençait en disant, l'idée que les histoires et les jeux sont liés a quelque chose de tellement puissant chez les designers de jeux que c'est pratiquement impossible de jeter cette idée à terre. Mais on peut au moins essayer de la challenger un peu, essayer de la défier pour voir qu'est-ce qu'il y a derrière. Et une des choses qu'il mettait en mots de façon très simple, hein, c'est pas un théoricien, c'est vraiment un praticien, il disait « Les histoires sont linéaires, les personnages prennent des décisions selon leurs valeurs, selon plein de motivations, parfois très complexes et très intéressantes, mais à chaque fois qu'on lit l'histoire, elle devrait produire le même résultat. Quand j'achète le roman, la séquence de mots à l'intérieur du roman ne devrait pas changer. Évidemment, la littérature hypertextuelle et toutes les manifestations plus récentes de la littérature changent complètement ce portrait-là.
quoique il y avait toujours eu des livres, finalement, qui se réclamaient d'une certaine non-linéarité. Et là, il y a différentes ambiguïtés derrière ce terme-là. Bref, il disait, évidemment, parlant du récit au sens classique, au sens conventionnel, les personnages font les décisions, prennent les décisions qu'ils prennent à travers l'histoire. La fin de l'histoire est toujours la même, tandis que les jeux sont de manière inhérente non linéaire. Tout dépend des décisions que le joueur va prendre, et il faut que le joueur puisse prendre plusieurs décisions qui s'équivalent ou à tout le moins qui semblent potentiellement intéressantes. Donc, il faut présenter des options raisonnables aux joueurs, et donc chaque partie va générer un résultat différent. C'est l'opposition centrale entre le jeu et le récit, le déterminisme du récit, qui dans le fond est un texte au sens classique, rétrospectif sur une suite d'actions qui est présentée dans un texte fini, tandis que le jeu finalement nous offre un espace de liberté, un espace d'ouverture dans lequel on prend nos propres décisions, on fait nos propres choix. Donc, plus on transforme un jeu pour le rapprocher de l'histoire, alors plus on rajoute des personnages qui ont une mission, qui ont une personnalité prédéfinie, qui ont des objectifs clairs, plus on structure la progression à travers l'espace, à travers le temps, plus on en fait moins un jeu et plus une histoire. Les deux seraient au bout d'un pôle, finalement, et essayer de faire un jeu narratif, ce serait d'essayer de faire la quadrature du cercle, quelque chose d'impossible. Donc, évidemment, c'est une opinion assez radicale. La plupart des gens conçoivent que ce n'est pas aussi extrême que ça, mais le débat universitaire qui s'est installé reprenait grandement cette logique-là. Donc, je dis que c'est une logique qui vient d'un concepteur de jeu, mais qui était répandue parce que les gamers eux-mêmes, depuis les années 80 à peu près, ont toujours tracé la différence entre le gameplay, donc l'activité ludique. Qu'est-ce que j'ai à faire quand je joue à un jeu comme ça, versus les choses qui sont auxiliaires à ça, comme les graphismes, la fidélité du rendu graphisme. Quand vous étiez un vrai gamer dans les années 80-90, vous étiez censé regarder à côté de ces vrais graphismes-là, pas vous intéresser au superficiel, vraiment vous intéresser à quelles sont les actions que je peux faire dans ce jeu-là, finalement. Comme une espèce de Néo qui verrait à travers le code de la matrice et qui arriverait à l'essentiel de l'objet. L'essentiel, le centre du jeu, ce serait donc les actions que je performe, les défis qui me sont proposés, etc. En dehors de si le jeu est beau ou pas. On voyait la qualité graphique comme étant du tape à l'œil qui va plaire à des gens qui, dans le fond, passent à côté de l'essentiel. L'essentiel, c'est que c'est un jeu de stratégie, il faut faire des décisions complexes, etc. etc. Et le récit, l'intérêt pour le récit, tombe dans le même problème, disons, pour ces joueurs-là qui sont, disons-le, des puristes du gameplay, si on veut. Ils vont dire, ouais, tu t'intéresses à un jeu parce que c'est Mickey Mouse qui est dedans, parce qu'évidemment, tu as 8 ans, fait qu'est-ce que tu as comme jeu des jeux de Mickey Mouse? Bref, tu t'intéresses au jeu parce que c'est Mickey, c'est correct, mais c'est accessoire, c'est auxiliaire. La vraie raison pour laquelle tu t'intéresses au jeu, c'est parce qu'on te pose des défis intéressants, on fait appel à des compétences spécifiques qui te plaisent, etc., etc. Donc, cette position essentialiste-là a, dans le fond, été récupérée par les théoriciens quand on a commencé à avoir des chercheurs universitaires qui s'intéressaient aux jeux vidéo. Alors, la chose qu'Arset veut régler comme problème, quand il écrit Cybertext, c'est qu'il dit « faut arrêter de s'intéresser aux jeux seulement pour les récits qu'ils mettent en place, parce que, soyons honnêtes, dans la majorité des jeux vidéo, le récit est pathétique. Donc, c'est pas ce qui va faire l'intérêt du jeu. Et de résumer un jeu en résumant son histoire, c'est complètement passer à côté de l'expérience interactive du joueur. Alors, Seth en a après ces théoriciens de la littérature qui débarquent dans les années 90. Je rapporte ce qu'il dit. Moi, j'étais pas là en 90 à faire des études universitaires sur le jeu vidéo. Donc, je rapporte ce que lui dit. Alors, on a des chercheurs universitaires qui débarquent, qui nous parlent de Myst. Évidemment, ils nous parlent de Myst. Et c'est la seule chose à laquelle ils ont joué. Pourquoi? Parce que Myst, c'est une histoire dans laquelle les livres s'ouvrent et tu rentres dans l'univers des livres. Ça, un littéraire triple là-dessus, là, c'est génial. C'est l'incarnation de tous ces postulats théoriques. Il n'y a aucun défi particulièrement difficile dans Myst. On se promène, on entend les oiseaux puis les vagues. On clique à gauche, on clique à droite. Prends ton temps, relax, pas de stress. Rien de trop difficile, rien de... Fait que bon, tu te promènes, tu gosses un peu, puis finalement, tu te dis, j'ai joué à un jeu interactif. Le joueur devient co-auteur de l'histoire parce que c'est moi qui décide ce qui se passe. C'est complètement immersif et tout ça. Et à côté de ça, il y a les gens habitués aux jeux vidéo qui font comme, ouais, Myst, en fait, c'est un jeu d'aventure graphique. Ça fait 12 ans qu'on en a, mais avant, ils étaient beaucoup plus sophistiqués que ça. Et Myst a réduit le jeu d'aventure graphique à je pointe puis je clique au hasard jusqu'à ce qu'il y ait des trucs qui bougent pour essayer d'ouvrir des portes pour aucune raison. Donc, c'est un peu la posture, si on veut, qui mène Espen Arset à dire, OK, on va arrêter de juste parler d'histoire, on va s'intéresser vraiment au gameplay, qu'est-ce qui se passe comme action ludique. Et donc, il y a une opposition qui se met en place entre des chercheurs qui disent, non, mais il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Oui, les jeux sont des jeux, mais ils sont surtout une plateforme pour nous mettre en scène des récits interactifs. Quand je joue, je crée des actions et ces actions-là racontent quelque chose, mettent en scène des contenus fictionnels et ou culturels. Et donc, les chercheurs vont se rassembler d'un côté ou de l'autre, mais tout ça est très mou. Là, hein? Et quelques années plus tard à peine, ils vont dire non, dans le fond, il n'y a jamais eu de débat, on n'a jamais été contre, on a toujours été pour, lui c'est un méchant, bon, etc. J'exagère un peu,
ça n'a pas été, extrêmement dommageable pour qui que ce soit, mais ça a fondé un peu le champ des études du jeu vidéo. Et au-delà du débat des personnalités impliquées, je vous ai listé quelques noms, mais bon, c'est pas pour les individus que c'est intéressant, c'est en fait pour la réflexion sur quelle est la place du récit au sein du jeu et quel est le lien de parenté naturel, finalement, qui est réclamé, ou plutôt duquel se réclament les narratologues ou les narrativistes, comme ils sont accusés par les ludologues, pour dire qu'il y a un lien vraiment fort entre la fiction et le récit et le jeu. Alors, une des choses qu'Arcette va dire, c'est que, par exemple, ce qu'on appelle l'interactivité, parce que là, il nous dit, au départ, quand je commençais à faire mes travaux sur le jeu vidéo, je disais, on joue un texte interactif, et les théoriciens de la littérature me disaient, non, mais toute la littérature est interactive, parce qu'on s'imagine le contenu, puis tout ça, au fur et à mesure qu'on lit le texte. Il y a toujours une interactivité, parce que chaque lecteur s'approprie le roman, en fait ce qu'il veut, le récit, bon, etc. Et là, ce qu'il va dire, c'est que effectivement, il développe le terme cybertexte pour ça. Il va dire, oui, mais la différence, c'est que ce processus-là, qui est un processus mental de réception, finalement, ne vient pas altérer le texte en retour. Peu importe comment j'interprète un passage dans un roman, le roman ne s'ajuste pas en conséquence pour me dire, non, non, t'as pas compris, écoute comme il faut, ou bon, etc. Donc, à ce moment-là, il nous faut une façon de rendre compte de ce processus-là. C'est ce que Arcette va appeler finalement le cybertexte. Un texte qui est une machine qui va générer une variété d'expressions. Et le type donc de littérature, d'activité littéraire à laquelle on est confronté en parcourant ces cybertextes-là, c'est de la littérature ergodique. Pourquoi? Parce qu'il faut que le joueur travaille, donc le ergon, pour se forger un chemin, le hodos. Et donc, la littérature ergodique, c'est toutes ces formes littéraires ou ces formes textuelles de façon plus générale par lesquelles on va avoir à réellement travailler et pas juste interpréter d'une façon ou d'une autre, finalement, pour configurer le texte. Et le texte en recours va nous permettre de changer la séquence sémiotique à laquelle on est exposé. Et c'est là que la différence est vraiment importante. Arcette le souligne, il n'y a pas juste une ambiguïté d'interprétation au niveau textuel, il y a vraiment un texte dans lequel il y a des apories. Donc la chaîne signifiante que je produis a des apories, elle a des trous, elle a des manques. Et un manque, c'est pas juste l'idée que j'ai peut-être interprété quelque chose d'une certaine façon. Je ne suis peut-être même pas au courant que j'ai manqué quelque chose. Au fond, le problème, j'ai un petit graphique plus tard pour illustrer ça, mais le problème qui est mis en lumière par la narratologie versus la ludologie, c'est l'idée de l'objet. Parce que, dans le fond, les deux groupes de chercheurs qui s'intéressent à ça vont parler du jeu vidéo. Belle grande généralisation s'il en est une. Parler du jeu vidéo, en général, ça veut dire parler des jeux récents, ce qu'on appelle AAA, produits par l'industrie, avec des grands graphismes, une grande intrigue, etc. On pense à Deus Ex, Uncharted, Gears of War, Halo, etc. Mais on pense aussi à des jeux très narratifs, comme la série Final Fantasy, où est-ce que si on ne s'intéresse pas au récit, c'est plate, parce qu'il y en a tout le temps. Et à côté de ça, on a des jeux comme Bejeweled, par exemple, auxquels on peut jouer sur notre téléphone mobile en quelques minutes pour aligner des cristaux, ou l'éternel Tetris. Hein. Le fétiche des ludologues qui vont dire « Pas besoin d'histoire pour avoir un bon jeu, vous voyez, Tetris ». Comme si aujourd'hui on pourrait sortir un autre Tetris puis que ça marcherait autant. Mais Bejeweled est là et nous prouve que oui, ça marche autant. Donc, effectivement, quand on parle de jeu vidéo, on parle d'un certain type de jeu. Ce que je vous ai mis là, c'est un scan du manuel d'instruction de Super Mario Bros. Donc, je vais vous révéler quelque chose. Qui a joué à Super Mario Bros, le jeu de Nintendo sorti en 1985, etc. Alors, dans Super Mario Bros, voici le récit qui est dans le manuel d'instruction. Quand on ouvre la cassette, tout ce qu'on a, c'est un petit bonhomme moustachu qui saute, puis on l'apprend un peu au fur et à mesure. Alors, un jour, au royaume du peuple champignon, qui a été envahi par Koopa, une tribu de tortues célèbres pour leur magie noire, les habitants du royaume champignon ont été transformés en briques. Ah, tu sais, les briques qu'on éclate dans Mario, là, quand on fait ça, on libère un individu champignon, dans le fond, qui a été transformé en brique. On l'a tous fait, puis on ne le savait pas. C'est complètement absurde, on s'entend, c'est ridicule, mais bon. Je veux dire, si on ne voulait pas avoir le récit de Super Mario Bros, pas de problème, on joue au jeu pareil. Donc, évidemment, l'ambition narrative de Super Mario Bros n'a rien à voir avec l'ambition narrative d'un Final Fantasy, dans lequel on vous force à écouter des dialogues d'une platitude et d'une répétition qui, à mon avis, sont épouvantables, mais on vous force quand même parce que c'est l'intérêt premier ou peut-être secondaire à la limite du jeu. Oui, maintenant, en fait, avec l'emphase sur les graphismes et tout ça, je pense que c'est rendu l'intérêt secondaire, finalement, l'intrigue, les dialogues et tout ça. Et donc, ici, c'est mon occasion de renvoyer à Wittgenstein rapidement, parce que je n'ai pas énormément de temps à consacrer à ça, mais Wittgenstein a utilisé les jeux pour nous présenter cette idée dans l'investigation philosophique. Il a utilisé les jeux pour dire, bon, pensons aux jeux. Qu'est-ce que tous les jeux ont en commun? Et là, je parle des jeux olympiques, je parle des jeux de table, des jeux de plateau, des sports, etc., des jeux, finalement, des enfants qui jouent. Finalement, la seule chose qu'on trouve, c'est un air de famille. On ne sait pas exactement tout ce que ces jeux-là ont en commun, et tous ces jeux-là ne partagent pas un noyau dur de choses en commun. Alors, par ici, il y a un trait qui appartient à d'autres types de jeux, par ici un autre trait qui se mélange, etc. On ne sait pas exactement ce qui fait l'air de famille chez quelqu'un, ça peut être un ensemble de caractéristiques qui se mélangent de manière indéterminée. C'est la même chose du côté des jeux
Les jeux forment une famille et on reconnaît un jeu parce qu'il a un air de famille. Et on peut très bien reconnaître un jeu comme étant un jeu. Hein? On ne s'est jamais posé la question avant que vous m'entendiez parler de ça, si ce n'est pas un concept de Wittgenstein que vous connaissez. Vous n'êtes jamais posé la question, est-ce que c'est un jeu ou pas? Bon, peut-être à part pour quelques cas limites. La plupart du temps, on opère avec un concept sans qu'on ait une définition claire, extensive et précise. Le jeu servait à illustrer ça. Donc, du côté de la mise en texte, finalement, au sens classique, alors c'est un peu pour illustrer ce que Arcette disait sur le cybertexte, on a un auteur, un artiste, qui va écrire un livre, et un lecteur ou une lectrice qui va en faire l'expérience. Et donc, le livre va contenir une séquence sémiotique prédéfinie, prédéterminée. Les mots apparaissent dans un certain ordre. Il y a une première page, une dernière page. Je ne suis pas en train de dire qu'on peut réduire le texte à seulement cette dimension-là. Je suis en train de dire qu'il y a cette couche de base-là, cette chaîne de base qui est fixe. Et à partir de ça, la lectrice, disons, la lectrice modèle de Echo ferait peut-être ça. Là. Elle dirait exactement tout ce qu'il faut, puis elle ferait tout ce qu'il faut, et rien de plus et rien de moins. Elle ne divaguerait pas nulle part. Elle ferait toutes les bonnes inférences, comme une machine à produire des inférences. Hein. J'aime bien ce terme que Bertrand Gervais utilisait pour critiquer le lecteur modèle, en disant que le lecteur n'est pas une machine à produire des inférences. Mais admettons donc que c'est une machine, le lecteur, une machine qui a des égarements. C'est pas une machine optimisée à faire des inférences parfaites. Le lecteur, la lectrice va divaguer un petit peu d'un côté et de l'autre en pensant à d'autres choses. Hein, et elle va penser à des choses complètement auxiliaires, prévoir des développements qui finalement ne se retrouvent pas dans le texte, mais qui sont là quelque part dans l'espace mental qui est généré par le fait qu'elle fait l'expérience de ce texte-là. On a la même chose finalement quand on a un concepteur de jeux vidéo qui veut créer un jeu vidéo pour un joueur. On a la même chose au sens où le jeu contient un ensemble de données, mais cet ensemble de données-là, la différence, c'est qu'il produit déjà plusieurs séquences sémiotiques ou un bassin sémiotique finalement qui va être configuré de manière différente par les joueurs au fur et à mesure qu'ils vont en faire l'expérience. Par exemple, ici, structure assez classique de l'embranchement qui se referme sur lui-même. Je peux avoir en deux un personnage qui me demande si je veux l'aider ou pas. Si j'accepte de l'aider, je passe par le chemin A, donc il se passe une certaine suite d'événements. Et ensuite, on continue l'intrigue dans une autre direction. Si je refuse de l'aider, il se passe autre chose à la place. Et ensuite, on revient au même point de l'intrigue, parce que ma décision de l'aider ou pas n'aura pas de conséquences à long terme. Il va me proposer 2 épisodes narratifs un peu différents, et après, on reboucle finalement et l'histoire continue. Mais à partir de ce moment-là, oui, il y a la même expérience fonctionnelle qui est faite par le joueur que le lecteur qui va faire l'expérience linéaire du texte, mais le joueur va profiter de la même latitude interprétative, la même ambiguïté sémantique, etc., la même interprétation que pour le lecteur, mais en plus de ça, il n'aura eu accès en faisant son expérience, il y a un petit nuage qui n'apparaît pas, il n'aura eu accès qu'à une certaine portion du texte. Par exemple, s'il a choisi de passer en B, il est au courant qu'il est passé à côté de quelque chose, il sait qu'il a manqué un bout du texte, le fameux bout qu'il y avait en A. Il ne sait pas ce qui s'est passé en A. Et ça, c'est très différent en termes d'effet produit que d'une lecture à travers laquelle je n'ai pas eu accès à toutes les significations parce que je ne l'ai pas interprété comme faux. Si je lis un certain passage qui a une référence biblique, que je ne la saisis pas, c'est pas grave. Mon ami, une critique, n'importe qui peut me parler de ce texte-là et dire « Ah, vous voyez, il y a un thème biblique ici. Ah ouais, ah, j'avais pas vu ça. » Ben, en fait, oui, je l'ai vu. J'ai pas réfléchi à ça et j'ai pas compris ça en le disant. Mais je le sais par cœur, on peut y référer, on peut dire c'est à la page 217, le personnage dit ça, etc. Avec ce qui a été mis en place à la page 112, on voit bien que finalement, on articule un thème. D'accord, pas d'accord, mais au moins on peut y référer. Vous avez joué peut-être à Final Fantasy VII, certains d'entre vous, et il y a une scène tout à fait optionnelle qu'on peut voir ou ne pas voir, qui révèle finalement qu'est-ce qui s'est réellement passé pour tourmenter psychologiquement le personnage principal. On peut très bien finir le jeu, on n'a jamais vu cette scène-là. Alors on finit le jeu, on a fini, et après ça, quand moi je vous rencontre, je vous dis « Ah! Oui, mais tu sais, le personnage, dans le fond, c'est pas de sa faute. Faut comprendre tout ce qui lui est arrivé quand il était dans le manoir, puis ils ont fait des expériences sur lui. » Non, ça, je suis pas au courant. T'as vu ça? Hein? Quoi? Où? Là, il faut expliquer. Puis si on veut avoir accès à cette scène-là, il faut rejouer. Donc, la possibilité d'avoir accès ou pas aux matériaux, c'est ce qui va définir une interactivité au sens fort. La littérature est encore interactive, dans un certain sens, tout à fait. Il ne s'agit pas de retirer cette richesse-là, mais il s'agit de la contextualiser et de montrer qu'est-ce qu'il y a de spécifique, finalement, dans la narration interactive. Alors, l'opposition aussi peut se rabattre sur un deuxième niveau. L'opposition entre un récit formel, prescripté ou scénarisé, et un récit implicite qui est le résultat des actions du joueur. Différence qui n'apparaît pas quand on fait face à un récit linéaire, parce que l'expérience du parcours du récit versus le contenu global qu'on dégage de ce parcours-là est intrinsèquement lié. C'est parce que j'ai eu accès à l'entièreté de la chaîne, que j'ai eu accès à l'entièreté des significations de la chaîne, que je peux ensuite interpréter d'une certaine façon. Ici, il y a une différence du moment qu'on arrive dans l'interactivité parce que mes actions produisent un récit. L'exemple de Super Mario Bros. Est assez bon. Le récit formel qui est prescripté ou scénarisé, c'est l'histoire que Bowser a capturé la princesse, il faut aller la sauver, il y a 32 mondes, et à la fin du jeu, si on réussit à se rendre là, Mario sauve la princesse, c'est la fin de l'histoire.
Ça, c'est le récit formel. Alors, peu importe quelle expérience on fait de Super Mario Bros, c'est le même récit qui prévaut pour tout le monde. C'est le récit qui caractérise le jeu. Par contre, pendant que je joue, je mets en scène une suite d'actions et cette suite d'actions-là produit un certain récit. Donc, j'ai décidé de passer par-ci par-là, j'ai battu Bowser avec des boules de feu, toi, t'as sauté par-dessus, j'ai perdu plein de vie à tel endroit, j'ai recommencé souvent, cet ennemi-là, je l'ai évité de justesse, etc. Toutes ces actions-là font un récit, on va se l'avouer, pas super intéressant, mais produit un récit quand même. Cette couche narrative de base-là, Marie Demar, qui est une conceptrice de jeux vidéo, qui écrit beaucoup sur la scénarisation, parce que c'est son travail. Elle est à Eidos Montréal en ce moment, où est-ce qu'ils ont fait Deus Ex Human Revolution, pour ceux qui connaissent ça. Donc, elle va distinguer entre le high-level story et le low-level story. Donc, le high-level story, c'est l'intrigue avec les personnages scénarisés et tout ça. Le low-level story, c'est comment le joueur, finalement, par ses actions, forge une certaine narrativité. Ça rejoint l'opposition de Bertrand Gervais entre l'endo-narratif et le narratif comme tel. Donc, l'endo-narratif qu'il définissait à l'écoute de la lecture, mais surtout dans Récit et Action, qu'il définissait comme étant cette frange théorique étroite de l'identification des actions et de leur signification immédiate. Donc, pendant que je lis, je comprends finalement ce qui arrive aux personnages, je comprends leurs actions de base, avant, d'après ça, contextualiser ça dans un récit plus grand, qui rejoint un peu cette idée du high-level story. Donc, l'endo-narratif, c'est ce récit implicite qui se construit un peu au fil du temps. Roger Hodin, du côté du cinéma et de la sémiopragmatique, parle de la narrativisation. Donc, il va dire, par exemple, un commentateur qui décrit une épreuve olympique, pour prendre un exemple proche de nous, va nous décrire l'épreuve, et pendant qu'il décrit l'épreuve, on ne connaît pas encore la fin de l'histoire, on n'a pas la séparation qui caractérise le récit au sens classique. Ou est-ce qu'on dit que le récit devrait être un regard rétrospectif dans une autre temporalité qui renvoie à une deuxième temporalité, finalement, de la séquence des événements de l'histoire comme telle? Alors, Hodin va nous dire, oui, mais même en temps réel, il y a une narrativisation qui s'opère. On est dans un récit en devenir, on est dans quelque chose qui est en train d'aboutir vers un récit. Donc, la narration, c'est la présentation, souvent a posteriori, d'une chaîne d'événements précise. La narrativisation, c'est le processus temporel dans lequel cette narration-là est en train de se construire. Et c'est quelque chose auquel je renvoyais aussi dans mon mémoire de maîtrise en 2006. Donc, le récit enchâssé, c'est le récit finalement externe qu'on vient enchâsser à l'intérieur d'un jeu, et le récit vidéoludique, qui est vraiment le cours de mes actions qui s'organise et qui va produire une séquence narrative, finalement. À la fin de mon parcours d'un jeu vidéo, je peux décider de produire un récit à partir de mon parcours, mais pendant que je le fais même, il y a déjà une organisation narrative qui est en train de s'organiser. Donc, il y a une narrativisation, il y a un récit en devenir. La raison pour laquelle j'avais utilisé ces termes-là, c'est pour vraiment mettre l'idée sur le fait que le récit vidéoludique, c'est le récit premier. Tout jeu vidéo va comprendre un récit vidéoludique. Il faut qu'il satisfasse à deux conditions. Je les ai détaillées dans mon mémoire de maîtrise. Vous irez voir si ça vous intéresse. Et donc, un récit vidéoludique, il y a ça dans tous les jeux. Dans Tetris, il y a un certain récit vidéoludique extrêmement abstrait. Ce que je vous ai dit là, c'est un mensonge. Vous irez voir mon mémoire de maîtrise pour voir si c'est vraiment vrai qu'il y a un récit dans Tetris. Moi, j'y crois pas. Certains de mes collègues le disent. Bon, c'est leur problème. À mon avis, c'est un problème, mais bon. C'est très personnel. Mais bref, à mon avis, ce qui est important de retenir, c'est que dans un jeu comme Super Mario Bros, par exemple, il y a toujours un récit vidéoludique qui est ou non un récit enchâssé. Et donc, le jeu vidéo renvoie un petit peu, retourne sur elle-même cette notion du récit comme quelque chose de prescripté. Oui, bien sûr. Juste pour être sûr, parce que dans la diapositive d'avant, c'est dans le fond, c'est inversé. Le récit formel, ça serait le low level, le narratif, la narrativisation, puis le vidéoludique. Puis le récit implicite, ça serait le high level, endo, puis narration, puis récit enchâssé. Non. Ah, Non. Non, c'est ça qui est spécial avec le jeu vidéo. C'est que c'est pas le récit dont on parle quand on écoute un scénariste nous parler du jeu, où est-ce qu'on nous donne le récit, là, comme au cinéma ou comme en littérature. C'est pas ça l'important, c'est pas ça l'essentiel. Fait que c'est une position narrativo-ludologue, si je peux dire ainsi, dans le fond. Mais ça, c'est ma position à moi, là. Je veux dire, vous n'avez pas besoin d'être d'accord avec ça. Mais donc, les narratologues ont défendu le récit formel, là. L'idée que quand je parle de l'histoire de Mario Bros, c'est Bowser qui kidnappe la princesse. C'est le high-level story. Ben oui, vous avez raison que c'est inversé à partir d'endo-narratif. Donc, endo-narratif versus narratif, il faudrait que je le déporte de l'autre côté, finalement, en mettant le endo-narratif de l'autre côté, voilà. Le niveau de la narration, c'est vraiment la narration aboutie au sens classique du terme. OK, formel, dans le fond. Et le récit enchâssé, c'est le récit formel qu'on vient intégrer à l'intérieur de l'expérience vidéoludique. Le récit premier, dans le fond, c'est le low-level story, le récit implicite qui s'organise. Merci pour... Est-ce que c'est clair ou c'est encore discutable? Ouais, non, c'est plus clair. OK, merci. C'est bon, merci. Donc, est-ce que le joueur est co-auteur d'un récit? Oui et non, ça dépend de quel récit on parle, en fait. Le joueur peut agir selon ce qu'ont prévu les scénaristes et les game designers. Il ne viendra jamais co-auteur au sens fort de ce qui se passe dans l'histoire. Parce que si j'ai l'option de dire non à la princesse qui me demande de l'épouser après l'avoir sauvée,
puis que les scénaristes ont prévu que je pouvais lui dire non, ben alors j'actualise un choix. Je ne suis pas en train de devenir auteur, là. Je choisis à l'intérieur des possibilités qu'eux ont décidé. Être un auteur, c'est produire un texte de l'extérieur. Le joueur ne peut jamais sortir du jeu pour produire un nouveau texte, à moins qu'il fasse des modifications, ce qu'on appelle des mods. Puis ça, c'est un autre sujet. Bref, on ne peut jamais agir sur le high-level story parce qu'on peut juste faire des choix à l'intérieur de l'espace qui a été prédéterminé par les scénaristes qui l'ont créé. Mais on est toujours en train d'agir sur le low-level story. C'est-à-dire que je suis toujours en train d'être maître de mon destin une seconde à la fois, mais jamais plus que 3 minutes à la fois, si je peux dire ainsi. Donc je ne peux jamais être maître de mon destin, décider d'une nouvelle mission, d'une nouvelle motivation pour un nouveau personnage, inventer des personnages, bon, etc. Je ne peux pas décider ça. Ça, c'est le propre de l'auteur. Alors, l'analogie qui, moi, me plaît plus, c'est la partition musicale. C'est-à-dire que les concepteurs sont comme, finalement, les compositeurs qui vont écrire une partition. Le joueur peut l'interpréter, il y a un certain intervalle, donc une certaine liberté à l'intérieur de la partition. Il peut produire des variations sur un thème, mais il doit, malgré tout, suivre le schéma, suivre le parcours, finalement, qui est imposé à la base. Ou travailler très fort pour respecter l'esprit tout en le détournant, ou bon, etc. C'est un autre sujet. Tout ça pour arriver à le fait qu'il y a une forme d'esthétique narrative, en fait, qui est mise en place dans le jeu vidéo, et c'est une esthétique narrative à géométrie variable. Alors, il y a des jeux qui se contrefichent de l'histoire, j'avais un autre mot, puis j'ai failli le sortir. Il y a des jeux qui se contrefichent de l'histoire, et c'est pas du tout important. En 2002, j'écoutais Graham Devine, programmeur chez id Software, qui ont fait Doom 2. À l'époque, ils étaient en train de faire Doom 3, qui est finalement sorti plusieurs années plus tard. Et quelqu'un disait, après avoir montré des images exclusives, la première fois à l'international, c'était à Montréal en 2002, et il présentait ça, et après ça, quelqu'un dit « Qu'est-ce qu'il y a de nouveau, dans le fond, dans Doom 3 ?» Et il dit « Ben, c'est la première fois qu'on a vraiment payé quelqu'un pour raconter une histoire. » Donc, pour vraiment écrire les dialogues. Avant, on ne payait pas quelqu'un, c'est le programmeur qui griffonnait ça dans un coin. Fait que là, tout le monde part à rire. Et il dit « Ouais, on s'en cache pas. Nous, chez id Software, l'histoire, c'est pas important. On fait pas des jeux narratifs. » Et ils font des bons jeux qui sont salués, mais bon, qui passent à l'histoire. Donc, il y a vraiment une géométrie variable qu'on pourrait grader à peu près comme ça, des jeux anarratifs, donc pour qui l'histoire c'est pas important, pensons à Tetris, même s'il y a eu des essais de narrativiser Tetris, puis pour moi c'est inexcusable. Il y a des jeux hypo-narratifs, donc il y a un côté narratif, mais on s'entend que c'est très secondaire et c'est pas suffisant pour nous nourrir complètement finalement. Il faut un peu vouloir pour aller chercher le récit qu'il y a là-dedans. J'ai un étudiant dans mon cours de scénarisation qui a proposé le méso, parce qu'il me manquait j'allais dire le préliminaire, mais rentrons dans le plaisir. Donc, il manquait le préliminaire, méso, finalement, à mon terme, pas pire narratif. Donc, le méso-narratif, c'est-à-dire que, oui, il y a un récit, est-tu important, est-tu pas important, ça tombe, c'est un peu mitoyen. Une grande catégorie qui va imbriquer plusieurs jeux comme ça. Et enfin, des jeux hyper narratifs, où est-ce que si on enlève le récit, il n'y a plus rien qui se passe, ou j'exagère un peu. Je pense à mon frère qui n'arrête pas de me dire, j'ai joué à Dragon Age. Dragon Age, c'est un jeu très narratif, on parle, des fois on se bat. Puis bon, on discute avec nos personnages, on les découvre, on a des choix de dialogue très étendus, etc. Il me dit, j'ai joué à ça. Je dis, t'as joué à ça? T'as aimé ça? Il fait, ouais, mais il y a bien trop de blabla dans ce jeu-là. Je dis, ben, c'est ça le jeu, tu sais, je comprends pas comment tu peux reprocher au jeu qu'il y a trop de blabla. Finalement, c'est un jeu hyper narratif. Donc voilà, le principe de base du jeu, c'est de rentrer dans un jeu vraiment narratif. Si on ne s'y intéresse pas, la valeur diminuée est très grande, mettons. Et donc, la trame narrative... dans ce cas-ci, je parle de la trame narrative en termes de l'histoire et de récit, c'est-à-dire l'organisation des événements dans le temps. C'est la dimension temporelle, si on veut, du fait narratif qui est plus globale. Je vous donne un exemple. En fait, je ne sais pas si je peux donner un exemple, ça me prend une connexion Internet. Fait que je ne suis pas sûr que je peux facilement aller sur Internet comme ça. Ça me prendra un compte puis tout ça, un mot de passe. C'est pas super essentiel. Je vais vous l'expliquer à la place. Vous irez voir les vidéos à un moment donné. Je chercherai DuckTales. En 1989, c'est là que je vous parle de Picsou. En 1989, l'entreprise Capcom fait un jeu qui s'appelle Picsou. Alors, dans le jeu de Picsou, on commence, on est devant un écran d'ordinateur, et on joue Picsou qui choisit une destination dans le monde, et on part chercher un trésor. Et donc, on s'en va dans la forêt amazonienne, dans les mines africaines, etc. On fait un tableau en sautant sur des méchants, comme dans Mario Bros à peu près, et à la fin, on trouve un trésor, et quand on a trouvé tous les trésors, finalement, on a un message qui dit « Ha, ha, ha! Vos trésors ont été volés, si tu les veux, viens les chercher en Transylvanie. » Et là, on nous ramène dans un des 5 tableaux qu'on a fait, qui était un château en Transylvanie. On ne dira pas que c'est celui de Dracula parce qu'on ne veut pas être poursuivi, mais c'est ça. Donc, on retourne dans le même tableau qu'on a fait, on repasse tout le tableau et rendu à la fin, il y a un nouvel ennemi, si on veut, qui débarque de nulle part, qui est un vampire canard, puis là, on le tue. Puis après ça, on fait une course parce que le vampire canard et la sorcière qu'on a battue avant essaient de se rendre en haut pour ramasser les trésors. Et si on arrive avant eux, wouhou, on a gardé nos trésors, on est le canard le plus riche de Canardville, finalement. Donc, voilà l'histoire. Fait que là, quand on lit le manuel d'instruction, on nous explique que Picsou est chez lui, confortablement installé avec ses trésors, et finalement, il décide d'aller chercher d'autres trésors, mais qu'il va rencontrer des obstacles. Mais le récit est très limité.
Des années plus tard, 2013, une entreprise sort un remake, donc ce qu'on appelle un enhanced remake, c'est-à-dire une mise à jour, une nouvelle version de DuckTales, qui est très fidèle, qui reprend presque écran par écran le jeu, mais avec des graphismes au bout du jour. Mais, entre-temps, ils ont ajouté des séquences narratives dans tous les niveaux. Alors, le DuckTales original, ça se finit en 25 minutes, comme vous le connaissez par cœur. Je veux dire, c'est comme Mario Bros, là, vous avancez puis c'est tout. Il y a un rythme qui s'installe, c'est un jeu de plateforme, j'avance, je saute, j'avance, je saute, j'avance, je saute. Des fois, je marche, je continue, etc. Et à un moment donné, quand on arrive là, je commence mon tableau, wow! Là, on voit les petits neveux qui arrivent, puis « Hey, oncle Picsou, qu'est-ce qui se passe ici? » Là, si ces mineurs pensent qu'ils peuvent arrêter de travailler, puis que je les paie pour rien, ça marchera pas comme ça. Les mineurs arrivent, il y a des fantômes dans la mine, là. OK, il n'y a pas de fantômes ici, non, non, non. Là, c'est non, c'est non, c'est non. On commence le tableau, on saute 3 fois, hop, il y a une autre séquence narrative qui débarque. Et là, on dit « Hey, il y a une petite poulie, ça marche pas la poulie, on peut pas descendre avec l'ascenseur, c'est peut-être les fantômes qui l'ont volé. » Finalement, le jeu prend 2h22 à terminer, alors qu'il y a une longueur presque équivalente à l'ancien, parce qu'il y a toujours des cinématiques qui débarquent. Cinématique, c'est une séquence narrative non interactive qui est utilisée comme si on voulait rentrer un bout de cinéma à l'intérieur de l'expérience de jeu. Et ça, c'est extrêmement intrusif et la critique est acerbe envers cette pratique-là. Ils disent, mais ça scrape complètement le jeu. À toutes les fois, il faut aller dans le menu, sauter, on continue, menu, sauter, on continue, menu, sauter, on continue. À un moment donné, on dit, bon, mais tant pis, je vais jouer à l'ancien, ça va aller plus vite. Finalement, ça va être plus près de l'expérience originale. Donc, il y a quelqu'un ici qui n'a pas saisi, si on veut, le projet et l'ambition narrative, l'esthétique narrative qui était le propre de DuckTales. Mais par contre, c'est intéressant parce qu'ils ont un peu réglé le problème du DuckTales original. C'est-à-dire qu'à la fin, au lieu de se faire catapulter pour retourner dans le château qu'on a déjà fait, parce qu'on sent que c'est un peu une façon cheap de nous donner plus de jeux en nous faisant jouer le même tableau, bien là, on a enfin créé un tableau complet, puis expliqué d'où vient le canard, puis tout ça. Fait que, le canard vampire, je veux dire, et tout ça. Donc, on a fait des bons points, mais le rythme à l'intérieur des niveaux ne concorde pas du tout avec l'ambition narrative qui était là. Alors, j'ai dressé un portrait très vaste de l'entièreté du jeu vidéo qui est extrêmement global. J'ai parlé du récit, mais il y a aussi la dimension diégétique qui est complètement différente. Alors, pourquoi c'est complètement différent? Parce qu'il y a des jeux qui, de la même façon, avec la même gradation, vont mettre un accent plus ou moins fort sur leur univers fictionnel. Diégèse au sens de monde fictionnel, comme Étienne Souriau l'a mis en place à travers son approche de la filmologie, où est-ce qu'il a un peu revisité, si on veut, la définition de diégèse dans le monde de l'histoire. Ben, finalement, il y a des jeux, on pourrait grader ça, si on veut, sur un graphique à 2 axes, donc sur un axe diégétique vertical et sur un axe narratif horizontal. La plupart des jeux vont présenter des projets qui vont être assez conjoints finalement. Mario Bros est relativement peu diégétique. Quel est le royaume champignon? Comment est-il structuré? Quelle est la structure politique du royaume champignon? Puis même au niveau beaucoup plus basique, comment les espaces sont joints ensemble? Parce qu'on finit un tableau, on a un petit château, on recommence, puis on ne sait pas trop où est-ce qu'on est, puis on continue. Quand on a fini le monde 4, puis qu'on a sauvé un petit champignon, on se ramasse dans un autre monde, on ne sait pas trop c'est où. Bon. Comment cet univers-là est structuré, on ne sait pas trop. Et quelle est la progression narrative? Elle est très limite, elle est très minimale. Donc c'est pour ça qu'il va se retrouver là. La plupart des jeux qui vont développer un axe narratif vont aussi développer un axe diégétique assez fort, mais tous les jeux ne sont pas égaux. Un jeu comme Grand Theft Auto, l'essentiel du plaisir de ce jeu-là, c'est d'explorer un univers de façon libre et de pouvoir se promener comme ça et découvrir des choses au fur et à mesure. Donc l'aspect diégétique est beaucoup plus travaillé que l'aspect narratif. Il y a des séries de quêtes, il y a une progression narrative qui est là, mais l'accent est mis davantage sur l'espace diégétique. Un des cas les plus intéressants, puis bon, j'ai mis un roman ici comme exemple, je ne dis pas que c'est un bon roman, je ne l'ai pas lu d'ailleurs, mais je trouvais ça intéressant de prendre un roman de Forgotten Realms que j'ai placé aussi, ici. Donc, ce qui est intéressant, la plupart des romans, finalement, vont nous proposer un univers fictionnel par extension. D'abord, on nous propose un récit, et à travers le récit, on va découvrir l'univers fictionnel. Évidemment, sauf dans quelques exceptions. Je pense au Silmarillion de Tolkien, qui est dans le fond la Bible de l'univers de la Terre du Milieu, où est-ce qu'on nous expose des événements dans l'ordre chronologique, mais le but, c'est de détailler un peu, de faire le portrait de cet univers fictionnel-là. Par contre, un cas beaucoup plus intéressant, c'est ce qu'on appelle les univers, les campaign settings de Donjons et Dragons. Alors, vous jouez à Donjons et Dragons ou pas, mais si vous jouez, vous êtes le maître de jeu, vous structurez une histoire, vous êtes le narrateur et les joueurs participent à votre récit interactif. C'est la forme la plus pure de récit interactif qui existe, parce qu'on a une intelligence humaine qui nous permet de vraiment rebondir dans tous les sens. Et le monde, c'est le monde que vous créez, à moins que vous décidiez d'acheter un monde fictionnel, un campaign setting. Ça, c'est l'univers des Forgotten Realms. Vous achetez ça, il n'y a pas de récit. Le récit va se construire par les joueurs qui vont faire leurs aventures au fur et à mesure de la partie. Donc, vous n'achetez pas un récit, vous achetez un monde fictionnel avec une grande carte qui vous explique voici les villes, telle ville, voici la population, voici les problèmes sociaux, le responsable de la garde est telle personne, etc. Donc, vous avez un univers, vous avez une diégèse très forte
avec un récit qui est laissé en suspens finalement. C'est aux joueurs et aux maîtres de jeu de les construire au fur et à mesure de leur expérience de jeu. Donc il y a des cas comme ça où on peut clairement séparer l'ambition diégétique et l'ambition narrative de certaines configurations médiatiques. Je dirais ça comme ça. Ok, j'ai encore du temps, ça va bien. Donc, récit, fiction, jeu, jouet. Alors, je vais présenter cette opposition-là. C'est la section avec mes biscuits chinois. Donc, si vous avez mangé de l'asiatique, c'est bien. Sinon, c'est bien aussi. Alors, un article que je trouve très intéressant, paru par Antoine Daufragme, Le sens de la fiction ludique, jeu, récit et effet de monde. Je l'aime parce qu'il pose de manière synthétique des constats qui sont assez importants et qui résument plusieurs années de développement et de questionnement dans le champ des recherches sur le jeu. Alors, une des choses qu'il va identifier, c'est qu'il y a une raison structurelle finalement. Ce n'est pas un hasard pour lequel les pratiques ludiques ont pris un tournant fictionnel. Alors, ce tournant fictionnel-là, il s'incarne dans plein de choses. Les jouets pour enfants, on en reparlera si vous venez prendre une bière plus tard. Les jouets pour enfants dans les années 80-90 qui ont pris un gros virage narratif. Les jeux vidéo qui sont extrêmement narratifs. Je veux dire, avant, les jeux étaient assez peu narratifs. Le récit de Monopoly, le contexte de Monopoly, même les gens ne le savent pas, mais Monopoly, c'est un jeu qui a été créé pour dénoncer les abus du capitalisme et qui a été repris par une entreprise de la créatrice, et qui a été repris par une entreprise pour faire l'apologie, finalement, du capitalisme. C'est assez troublant quand on y pense. Mais bref, maintenant, aujourd'hui, de plus en plus de jeux sortent et vont apparaître avec un contexte fictionnel étendu et prennent un tournant fictionnel, finalement. Il y a une parenté forte entre la fiction et le jeu, qui repose sur deux choses. Le fait que ce sont des pratiques qui comportent une forme de métacommunication et de deuxième degré, qui entraînent une séparation. Je vais le montrer tantôt. Cette idée de séparation, finalement, est du fait que chaque fois qu'un message fictionnel, c'est un message qui à la fois nous dit quelque chose et nous dit qu'il est en train de nous dire quelque chose de fictionnel. Et c'est la même chose dans le jeu. Chaque activité ludique comporte aussi le message que ceci est pour jouer et ce n'est pas pour vrai. Et ce que la définition de Schaeffer aussi de la fiction, dans Pourquoi la fiction, est à mon sens capitale. Donc, il va définir la fiction comme étant une feintise ludique partagée. Donc, l'aspect ludique est intégré dans la définition même de la fiction. Alors, c'est assez fort. Quelqu'un qui s'intéresse au lien entre les deux ne pourrait pas demander mieux. Mais je vais vous montrer plusieurs idées comme ça, plusieurs travaux qui ont été réalisés pour montrer que, oui, il y a une parenté très très forte finalement entre le jeu et la fiction, et ça ne date pas des années 2000, mettons, disons-le comme ça. Alors, le jeu, qu'est-ce que c'est? Donc, on ne rentrera pas dans cette question-là en détail, mais superficiellement, le jeu, c'est à la fois un objet. Évidemment, on joue à tel jeu. C'est une activité ou un processus. Donc, Jacques Henriot, le philosophe français, traçait une distinction entre le jeu, phénomène global, et le jouet. Alors, le jouet, c'est vraiment cette activité ludique, cette attitude ludique aussi. Ça rejoint aussi le philosophe Bernard Suits, qui parlait de l'attitude ludique. Alors, le jeu se définit par le fait qu'il est fait pour accommoder, qu'il encourage, et qu'il repose sur l'attitude ludique. Donc, le fait que je ne suis pas là pour performer le mieux possible. Si je veux faire ça, je vais aller m'entraîner, je vais aller faire un métier, etc. Quand je suis là pour jouer, j'adopte une attitude ludique, j'accepte de perdre, j'accepte de restreindre mes moyens d'action pour me conformer aux règles du jeu, etc., etc. Donc, il y a tout un développement de ce côté-là aussi, dans lequel je n'entre pas en détail. Et donc, le jeu, c'est un objet, c'est une activité ou un processus, et c'est un cadre psychologique. On retrouve ça dans plusieurs langues. Jesper Juhl en trace un très bref portrait dans son livre Half Real, Video Games Between Real Rules and Fictional Worlds. Donc ça, c'est assez intéressant aussi. Finalement, l'aspect réel du jeu, c'est les règles, versus l'aspect fictionnel qui est la représentation, etc., la fiction, qui est en l'intérieur, mais que les jeux seraient demi-réels parce qu'ils sont à moitié fictionnels, à moitié réels. Ça, c'est une idée de Jesper Juhl. Et il trace un peu le portrait dans plusieurs langues, comment il y a une opposition finalement entre l'activité ludique sérieuse, donc le game, le fait qu'on joue à un jeu, écoute, là c'est sérieux, quand tu joues aux cartes, là, tu jases pas, parce que tu pourrais tricher, si tu joues au bridge, je crois, moi je joue pas au bridge, là, mais si tu joues au bridge en équipe, il faut que tu fasses attention à ce que tu dis, puis ton partenaire pourrait penser que c'est un signal, puis blablabla, puis on triche pas, on parle pas, c'est très codifié, tout ça. Donc, il y a le jeu sérieux où tous ces joueurs qui jouent pour gagner, qui jouent pour aller aux Olympiques, etc. Et le jeu, finalement, le plaisir, la turbulence, etc. Donc, vraiment, le fait ludique. Alors, en anglais, on a le game versus le play. C'est assez intéressant. Et il y a plusieurs langues comme ça qui non seulement ont un nom, mais même un verbe. Alors, Juhl dit que, par exemple, dans les langues scandinaves, je n'en parle aucune, mais c'est ça qu'il dit. Et lui, c'est un Danois, donc j'ai tendance à le croire. Dans les langues scandinaves, il y a le verbe gamer, donc tu games un game, et où tu play un play, finalement. Donc, tu t'amuses à jouer à un jeu fun, ou tu joues sérieusement à un jeu dur, ou quelque chose comme ça. Donc, ça me paraît assez intéressant. Et néologisme que j'ai envie de proposer ici, les jeux sont des modélisations du jouet, donc des modélisations et des modalisations du jouet.
Alors finalement, un jeu, qu'est-ce que c'est? C'est une façon de modéliser le jouet. Hein. Le jouet, c'est l'attitude ludique globale qu'on peut déployer dans la vie. Hein. Je peux avoir l'attitude ludique en prenant le métro ou bon, peu importe. Et donc, le jeu est une façon de modéliser cette attitude, cette façon de vivre, ni plus ni moins, qui est le jouet. Et c'est aussi une façon de la modéliser. Donc, cette attitude ludique, elle est aussi modélisée, elle est aussi construite, entre autres, par l'expérience des jeux que nous faisons. Donc, il y a une dimension sociale qui reste à travailler, je l'avoue. Je n'ai pas encore commencé à réfléchir à ça, mais je trouve ça assez important. Et de la même manière, les récits sont des modélisations et des modélisations de la fiction. Alors, la fiction, c'est cet ensemble plus large, cette grande catégorie du faire semblant. On y revient tantôt. Je vais parler d'Aristote, d'ailleurs, qui n'était pas annoncé dans les invités sur Facebook. C'est notre invité. C'est notre invité surprise. Donc, c'est une modélisation de la fiction, mais c'est aussi une modélisation de la fiction. Alors, j'ai quelques sagesses ancestrales à vous partager pour faire un peu le tour d'horizon à travers des biscuits chinois que j'ai essayé de rendre divertissants. Fait que là, j'espère qu'on ne se gênera pas pour rire si on trouve ça drôle. Roland Barthes, en 1966, Introduction à l'analyse structurale des récits. Ce fameux numéro de communication qui a créé du structuralisme. Bon, j'exagère, mais... Ainsi, beaucoup de récits mettent aux prises autour d'un enjeu deux adversaires dont les actions sont de la sorte égalisées. Ce duel est d'autant plus intéressant qu'il apparente le récit à la structure de certains jeux, fort modernes, dans lesquels deux adversaires égaux désirent conquérir un objet mis en circulation par un arbitre. Ce schéma rappelle la matrice actantielle proposée par Grémas, ce qui ne peut étonner si l'on veut bien se persuader que le jeu, étant un langage, relève lui aussi de la même structure symbolique que l'on retrouve dans la langue et dans le récit. Très bien, fort bien. Donc, on a une certaine parenté donc, qui est tracée là par Barthes. On a aussi Freud, bien avant, qui nous disait dans un article « La création littéraire et le rêve éveillé », l'occupation préférée la plus intensive de l'enfant est le jeu. Peut-être sommes-nous en droit de dire que tout enfant qui joue se comporte en poète, en tant qu'il se crée un monde à lui, ou plus exactement, qu'il transpose les choses du monde où il vit dans un ordre nouveau, tout à sa convenance. Il serait alors injuste de dire qu'il ne prend pas ce monde au sérieux. Tout au contraire, il prend très au sérieux son jeu et il y emploie de grandes quantités d'affect. Le contraire du jeu n'est pas le sérieux, mais la réalité. Alors ça, je pense qu'il faut continuer à le dire, parce que manifestement, le message ne se rend pas toujours. Mais ce à quoi je veux attirer davantage l'attention, c'est le fait qu'en dépit de tout investissement d'affect, l'enfant distingue fort bien de la réalité le monde de ses jeux. Il cherche volontiers un point d'appui aux objets et aux situations qu'il imagine dans les choses palpables et visibles du monde réel. Rien d'autre que cet appui ne différencie le jeu de l'enfant du rêve éveillé. Autrement dit, le poète qui construit la fiction, ou qui construit en fait n'importe quelle manifestation poétique, là, Freud est beaucoup plus large que simplement la fiction, simplement comme si c'était simple. Donc Freud est beaucoup plus large que ça. Le poète est en train de jouer finalement avec des possibilités, avec des concepts, avec des parties du réel pour les configurer, les reconfigurer et produire comme ça soit un récit ou soit un poème, peu importe, mais donc produire finalement un contenu littéraire. Il y a cette parenté-là. Le poète fait comme l'enfant qui joue, il se crée un monde imaginaire qu'il prend très au sérieux, c'est-à-dire qu'il dote de grandes quantités d'affect, tout en distinguant nettement de la réalité. Sagesse que l'on peut résumer en un biscuit chinois comme suit. Un récit a toujours un joueur, même si des fois c'est l'auteur. Alors, dans le fond, quand on est en train d'écouter un récit, on est en train d'écouter quelqu'un qui a joué avec quelque chose et qui nous a présenté le résultat de ce avec quoi il a joué. Donc, on est toujours en train de faire l'expérience de la partie d'un autre, finalement, au sens le plus lousse du terme. Je suis tout à fait au courant qu'on ne s'installe pas le soir avec ses idées de roman en disant « Ok, je jette un dé, j'avance, je mets l'autre. » On peut très bien utiliser des méthodes de génération aléatoire, ceci dit. L'Oulipo le fait avec des grands résultats, ou des résultats corrects des fois. Donc, il ne faut pas du tout écarter ça. En même temps, ça me fait penser à cette critique de Ocean's 12, où est-ce que le critique disait « Quand on regarde ce film-là, on sent qu'il y a quelqu'un qui a eu du fun, mais c'est pas nous. » Alors, ça me fait un petit peu penser à ça. Je m'excuse s'il y a des fans, je ne l'ai pas vu. Hein. J'ai juste lu la critique, j'ai trouvé ça tellement bon que j'ai gardé. Donc, le jeu, en quelque sorte, c'est l'antichambre du récit, finalement. Alastair Fowler, as every parent knows, children may not even be prepared to listen to a story unless it is recognizably a game. For some time, perhaps stories are the games you have to sit still for. Ça, j'ai trouvé ça tellement vrai pendant des années. Veux-tu que je te lise une histoire? Non, je veux jouer. OK, veux-tu que je te joue à l'histoire? Oui. Pas de problème. On s'installe, puis on joue. Je suis en train de lui raconter l'histoire, c'est un jeu. Et il va parler de l'histoire, je parle de mon fils, il va parler de l'histoire, et pour lui, des fois, il va utiliser le mot « jeu » en disant « Ouais, mais c'est comme le jeu, tatatan. » Je dis « Mais ça, c'est pas un jeu, c'est une histoire. » Ah, OK, je change rien. Alors bon, peut-être que mon fils est particulier. Peut-être que c'est parce que je lui lisais Alastair Fowler le soir pendant qu'il dormait, quand il était bébé. J'exagère. Mais bref, il y a cette idée-là, donc, que le lien, finalement, n'est pas si absolu que voudrait le dessiner un Costiquian, par exemple. Et lui-même, en 2000, changeait un petit peu, non, il ne changeait pas son opinion, il la précisait. Play is how we learn, donc c'est comme ça qu'on apprend. L'histoire, c'est comment on intègre ce qu'on a appris et comment
on enseigne à d'autres les choses qu'on a apprises nous-mêmes à travers le jeu. Le jeu vient d'abord, ensuite on en fait un récit pour le partager. Alors, je ne sais pas si on peut faire une étude statistique sur le terrain de millions d'enfants et voir comment ils ont appris leurs choses, etc. Ça reste à voir, ça reste à prouver, mais ça m'a quand même inspiré un biscuit chinois. Un récit est une fenêtre sur un jeu. Des fois, sortir jouer, c'est mieux. Alors, le récit, finalement, c'est une fenêtre sur un jeu, c'est bien le fun, mais on fait juste regarder, dans le fond, quelqu'un d'autre qui a joué à notre place. Quand on accède à un récit, qui a joué avec ses concepts et tout ça, ça nous donne des fois le goût de jouer. Hein. C'est pour ça qu'on va, après ça, prendre ces éléments-là et construire nous-mêmes nos propres fanfictions, etc., ou construire nos propres récits autonomes, finalement, en prenant des inspirations à gauche, à droite. J'en parle tantôt du fameux Web 2.0. Et donc, un récit est une fenêtre sur un jeu. Des fois, sortir jouer, c'est mieux. Il n'y a pas de hiérarchisation du jeu versus la littérature là-dedans. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Même si on le sent fort en arrière. Fiction et jeu, donc, encore une fois, ça c'est Ricoeur. J'adore Ricoeur pour plein de raisons. Entre autres cette phrase. Le monde de la fiction est un laboratoire de forme dans lequel nous essayons des configurations possibles de l'action pour en éprouver la consistance et la plausibilité. J'aime bien surtout la plausibilité. Tout le monde a lu des romans ou tout le monde a vu des films, surtout vu des films, je pense, dans lesquels des choses tellement absurdes se produisent qu'on dit c'est parfaitement impossible que ça arrive dans un univers comme le nôtre, etc. Alors j'aime bien cette idée-là, mais surtout j'aime bien l'idée que c'est un laboratoire dans lequel on teste de manière sécuritaire. C'est un espace sécuritaire à l'intérieur de la vie courante où on peut tester des choses. Comment est-ce qu'on vit une rupture amoureuse quand on apprend que notre blonde ou notre chum nous a laissé pour le meilleur ami de son voisin, de sa voisine, qui était notre meilleur ami, puis à qui on l'a présenté, blablabla, par exemple. Là, j'invente un peu une histoire cousue de fil blanc. Comment est-ce qu'on gère ça? Je ne sais pas, ça ne m'est jamais arrivé, mais je peux au moins lire toutes sortes d'histoires dans lesquelles il se passe des situations analogues et voir, bon, si on est quelqu'un de très fâché, voici comment on réagit. Si on est quelqu'un qui est toujours en maîtrise de ses moyens, voici comment on réagit. Des fois c'est bien, des fois c'est pas bien, etc. Et donc, la fiction nous permet de tester comme ça une variété de possibilités. Incidemment, comment on réagit à quelque chose, ça dépend de ce qu'on a fait avant. Voici comment ça va se produire. Je suis en train de systématiser, finalement, ce qu'on trouve dans beaucoup de récits, d'en faire un système qui était là à la base, que l'auteur a peut-être manié ou pas, et duquel il a extrait, finalement, un parcours, une résolution, qui est ce récit, par exemple, qui nous donne accès à une simulation en dessous. Donc, la fiction est une simulation, une configuration modélisée, d'une part du réel. La fiction, c'est une façon, finalement, de prendre des éléments du réel et de mettre ça dans la machine, sortir la simulation qui est à l'autre bout. Qu'est-ce qui se passe si quelqu'un de jaloux rentre dans une pièce avec le gars qui est sorti avec son ex et que, finalement, etc., on fait tourner la machine et au bout, il y a quelque chose qui sort. Idéalement, on ne fait pas juste tourner une machine, là, on utilise notre inspiration divine, notre génie créateur, etc., et on en fait quelque chose de génial. Et je reviens sur l'idée du cercle magique de Huizinga. Donc, Johan Huizinga, anthropologue néerlandais, a été un des premiers à faire une étude sur le jeu en tant que jeu. Dans son livre Homo Ludens, donc qui a été vraiment un des fondements, en 38 traduit, il a écrit que, bon, qu'est-ce qui dans le fond fait le jeu? Le jeu, pourquoi le jeu est important? Pourquoi le jeu est un phénomène de culture? Le jeu, c'est pas juste un bassin d'expérimentation, un laboratoire pour que les animaux apprennent à faire des choses et que ce soit sécuritaire. Il y a cet aspect-là, oui, mais c'est pas suffisant parce que l'être humain fait bien des choses avec ses jeux en dehors de juste apprendre et optimiser des comportements pour le futur. Hein. Il y a des choses beaucoup plus efficaces de s'entraîner à des situations que le jeu. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec le jeu et pourquoi on a le jeu, finalement? Huizinga parle du cercle magique, dans lequel il va dire, le cercle magique, finalement, en fait, lui, il ne parle pas vraiment de cercle magique tant que ça, c'est un exemple parmi d'autres, mais les ludologues des années 2000 ont beaucoup récupéré le terme cercle magique, pour mettre le nom là-dessus. Ce qui veut dire, c'est que les jeux se déroulent dans un espace séparé, clôturé, sanctifié, régi par des règles particulières. Ils sont des mondes temporaires au sein du monde, prévus pour l'accomplissement d'une action spécifique. Alors ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y a cette idée que c'est un espace séparé, et cet espace-là, ce n'est pas un espace lié au hasard ou le fruit du hasard, quelqu'un l'a conçu pour que ça mène à quelque chose de spécifique. Ce que j'aime aussi là-dedans, c'est qu'on peut très bien renverser ces citations-là, au lieu d'avoir fiction et jeu, d'avoir jeu et fiction. Alors Ricoeur, qui va nous dire maintenant, le monde du jeu, là je mets des guillemets, c'est moi qui parle, le monde du jeu, à la place du monde de la fiction, est un laboratoire de forme dans lequel nous essayons des configurations possibles de l'action pour en éprouver la consistance et la plausibilité. J'ai failli dire quelque chose, mais comme on m'enregistre, je vais me retenir. Mais Ricoeur, tu as tout à fait raison. Le monde du jeu, c'est un laboratoire de forme dans lequel on teste des actions. Le cercle magique de Huizinga a fait pour parler des jeux. La fiction, mettons qu'on fait le test, hypothèse, la fiction est un lieu séparé, clôturé, régi par des règles particulières, prévues pour l'accomplissement d'une action spécifique. Je ne sais pas si c'est vrai empiriquement, mais j'aime ce que ça me dit parce que on me dit que la fiction est prévue pour l'accomplissement d'une action spécifique. Et ça, j'aime beaucoup cet aspect-là,
qu'on néglige parfois quand on fait l'étude de la fiction pour des bonnes raisons. On ne veut pas revenir dans l'intentionnalité de l'auteur, qui était le paradigme par lequel on faisait des études littéraires, contre lequel s'est insurgé le structuralisme dans les années 60-70. Avant, il suffisait de rencontrer l'auteur, faire l'entrevue, puis bon, ça y est, on sait pourquoi il a décidé de faire ceci, faire cela, donc ça explique le texte. Oui, mais non, c'est pas suffisant, il y a toutes sortes de bonnes raisons de contrer finalement ces explications simplistes-là. Mais malgré tout, les éléments sont organisés de manière à produire quelque chose, un certain effet, une certaine expérience, etc. Et ça, je pense qu'il ne faut pas le perdre de vue. Les auteurs, même les auteurs de romans les plus abscons possibles ou de romans anti-narratifs, etc., vont quand même prévoir sciemment leurs choses pour que ça produise un certain effet. Même l'Oulipo a produit sciemment des choses. Il produisait sciemment les règles qu'ils allaient mettre en place pour obtenir un résultat intéressant. Et si ça donnait un résultat inintéressant, je présume qu'il réessayait une couple de fois, de faire plusieurs combinaisons jusqu'à ce que ça donne quelque chose de pas pire pour se starter ou pour terminer. Je présume, là, mais bon. Bref, il y a des choix qui sont faits de manière tout à fait consciente quand c'est le temps de produire quelque chose. Les artefacts humains ne sont pas le fruit du hasard, il faut travailler fort. Et tous ces auteurs-là, tous les créateurs font du design, font une certaine forme de design. Et c'est pour ça que je vais parler du design. Donc, ils sont prévus pour l'accomplissement d'une action spécifique, sans dire qu'ils sont réductibles à ça. Et aussi, le jeu est une simulation, une configuration modélisée d'une part du réel. Encore là, tout ce qu'on va retrouver dans un jeu est une certaine modélisation du réel qu'on va transposer dans un autre registre, comme Freud nous le disait finalement, pour l'enfant qui transpose les choses du réel dans son jeu, et en même temps qu'on va modéliser qu'on va aussi modéliser le réel finalement. On va le mettre. Et c'est ce qui inquiète par exemple la STM, quand un joueur de Counter-Strike décide de faire une maquette, un niveau de Counter-Strike qui se passe dans le métro de Montréal, ben cet utilisateur-là, pour le fun, a sorti les corridors du métro et tout ça, et présente ce niveau de jeu-là dans lequel il y a des gens qui se tirent dessus. C'est un nouvel espace. Puis lui dit, hey, c'est un espace quotidien, c'est le fun, on peut explorer ça, on peut se promener partout, puis on reconnaît l'espace. T'sais. Et la STM capote parce qu'il est en train de modéliser finalement la station de métro. Et si moi, j'étais un terroriste qui voulait faire sauter la station de métro, j'irais downloader ça, puis je pourrais un peu explorer les corridors, puis avoir, si on veut, cet espace-là de manière tridimensionnelle et faire des tests ou des choses comme ça. Alors, la capacité du jeu à modéliser le réel est tout à fait réelle, en plus de modéliser le réel. Donc, ce biscuit chinois, il vient de moi, finalement. J'ai écrit ça un jour, je n'étais pas sous ni rien, j'ai écrit ça un jour, je trouvais que c'était une bonne idée. Mais dans le fond, je viens d'arriver à ça à travers ce parcours-là. La fiction est une configuration, et ça vaut aussi pour le jeu, la fiction est une configuration intéressante et intéressée du réel. Ce que j'entends par là, intéressante, pourquoi? Parce que la raison pour laquelle on produit de la fiction plutôt que de juste parler de ce qui se passe dans le réel, habituellement, c'est parce qu'on veut faire quelque chose de plus, on veut faire quelque chose de particulier avec cette fiction-là, que le réel ne nous offre pas encore. Donc, une configuration qui se veut, ou qui se voudrait, ou qui la plupart du temps se veut intéressante, mais c'est toujours une configuration intéressée parce qu'elle vise quelque chose en particulier. Donc, encore là, elle est un objet de design. C'est quelque chose qui vise à produire certains effets, certains discours, etc. Gregory Bateson, qui est plutôt du côté de la psychologie et de la philosophie, parlait dans Steps to an Ecology of Mind d'un cadre psychologique. Il disait, le jeu, c'est quoi? Le jeu, c'est un cadre psychologique qu'on peut, comme ça, conjurer ou convoquer à volonté. Et donc, à l'intérieur du cadre du jeu, il y a réutilisation de signifiants ou d'actions qui sont modélisés dans un cadre secondaire qui va leur conférer un autre sens. Donc, par exemple, quand il y a des chiots qui se battent, ils ne se mordent pas pour vrai. Ils se mordent sans se mordre. Alors, chaque action dans laquelle ils font semblant de se mordre, finalement, comporte le message métacommunicationnel de « je suis en train de faire semblant de te mordre, je ne suis pas en train de te mordre pour de vrai ». Et donc, le jeu, finalement, nous présente des configurations de l'action qui sont modélisées dans une zone secondaire. Un exemple de ça, un gardien de but qui est le fils d'un entraîneur de hockey célèbre, lui-même ancien gardien de but du Canadien de Montréal, et donc qui va jouer dans une équipe au Saguenay, et qui, à la fin de la game, va jeter ses gants à terre, traverser la patinoire, aller casser la gueule de l'autre gardien de but. Qu'est-ce qu'on fait avec lui? On porte des accusations, parce que qu'est-ce qu'il fait là? Il est en train de se casser la gueule. Alors que dans une partie de hockey, les joueurs se battent souvent, et qu'est-ce qui se passe? D'habitude, on ne les accuse pas, on leur donne une pénalité, parce que les règles du hockey précisent que, bon, on n'a pas le droit de se battre, mais si tu te bats, c'est 3 minutes sur le banc, ou peu importe, là. J'écoute pas le hockey d'ailleurs, donc je m'excuserai si ce que je dis là ne marche pas. Mais ça montre bien l'exemple que dans ce cas-ci, une mise en échec au hockey, c'est pas la même chose que plaquer quelqu'un sur le trottoir dans la vie quotidienne, finalement, et que le cadre psychologique peut être suspendu par une personne, dans ce cas-ci, le gardien de but qui s'en va casser la gueule de l'autre après la game. Il dit, OK, la game est finie, là, à ce temps, je te casse la gueule pour vrai. Je suis pas en train de jouer à te casser la gueule. Je suis pas en train de te casser la gueule dans le jeu pour t'empêcher de patiner, pour t'empêcher d'avoir la puck, etc., etc. Je suis en train d'être un con, finalement. Donc voilà.
m'excuserez, est-ce qu'il y a des questions pour l'instant? Je sais que je parle très vite, mais je suis comme ça. OK. Donc, le jeu est un type de fiction et la fiction est un type de jeu. Dans la mesure où Aristote place la mimésis comme principe central de l'art poétique. Alors, pour Platon, c'était pas comme ça. La mimésis, c'était une espèce de l'art poétique. Pour Aristote, la mimésis, c'est le principe premier, finalement, qui organise toutes les formes d'art poétique, finalement. Et donc, la mimésis, qu'on a traduit comme l'imitation, mais que d'autres ont traduit comme étant la fiction. Alors, c'est ici que je parle de Genette. Genette, Hamburger, Jean-Marie Schaeffer ont employé plutôt la fiction comme traduction de la mimésis. Parce qu'à leur sens, c'est davantage ça qui se passe. Et on retrouve les traces de ça aussi chez Schaeffer, quand il va dire que la fiction, c'est une feintise ludique partagée. Donc, ce maillage, finalement, sous l'égide de la mimésis, de la fiction. Le jeu est un type de fiction, la fiction est un type de jeu. On voit ça aussi chez Caillois, donc le Français qui a sorti le livre Le jeu et les hommes, début des années 50, dans lequel il va établir une catégorie, en fait une catégorisation, 4 catégories du jeu. Il va dire qu'est-ce que c'est le jeu. Il y a au moins 4 catégories fondamentales. L'agone, donc la structure de l'opposition, de la contestation entre égaux pour un objectif, blablabla. Il y a l'aléa, les jeux de hasard, finalement, sans remettre au hasard. Il y a l'ilinx, donc le vertige, le fait de vouloir s'amuser à tourner sur soi-même, etc. Rechercher l'ivresse et le vertige. Et il y a la mimicrie, donc le faire semblant, l'imitation, finalement, cette fameuse mimésis aristotélicienne, qui est une autre catégorie du jeu. Pensons au jeu du comédien. Et là, Caillois, évidemment, étant Caillois, il s'en va nous parler d'insectes un peu partout, de formes culturelles du jeu humain, blablabla. Il nous parle de plein d'affaires, on en apprend plein, et on se dit « Wow, il serait temps que je sorte de mon petit domaine fermé. » C'est l'effet que Caillois produit sur moi, en tout cas. Donc, ce lien de parenté entre le jeu et la fiction, j'ai assez insisté dessus, je crois, c'est assez clair. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ben, c'est important qu'on parle de jeu parce que, et là je fais un petit détour vers le design de jeu, parce que quand on fait un jeu, en fait, on est en train de faire du design. Et ça, c'est le nom de l'activité. Je suis game designer, je fais du game design, etc. Ce qui est important de retenir, c'est que le game design pose un certain problème plutôt spécifique. Créer un jeu, c'est quoi? Un designer ne décide pas de créer un jeu pour décider de changer 3 chiffres dans une variable. Le designer ne va pas dire « Ah, j'aime bien risque ». Et je vais décider de changer les chiffres un peu au hasard, ou je vais décider d'ajouter des territoires dans le jeu risque. Je parle du jeu de plateau risque, là, parce qu'on met des soldats et on attaque d'autres pays. On ne se dit pas, je vais essayer d'ajouter une nouvelle règle. Je vais permettre aux gens de déplacer des troupes 3 fois par tour et d'appeler des renforts si un terrain voisin se fait attaquer, bon, par exemple. Quand un designer décide de faire ça, c'est pas juste pour le fun de changer les règles. Il ne s'intéresse pas vraiment à ça. Le fameux livret de règles ici. Ce qui s'intéresse, c'est à l'expérience des joueurs. Il va mettre en place un système de règles, mais pas parce qu'il veut présenter un système de règles. C'est pas un avocat, c'est pas quelqu'un qui veut présenter une structure de règlement, c'est quelqu'un qui veut offrir une expérience à des joueurs. Mais il ne peut pas provoquer l'expérience des joueurs directement, il doit la provoquer indirectement à travers un système de règles. Alors il va créer un système de règles, et ces règles-là vont générer une expérience qui va essayer de faire concorder avec l'expérience qu'il souhaite leur faire vivre. Les règles font le jeu, et le jeu fait l'expérience. Comme le dit Eric Zimmerman, lui-même game designer et professeur à NYU, faire le design d'un jeu, c'est construire un ensemble de règles, mais le but du game design, c'est pas de faire expérimenter des règles à des joueurs, c'est de leur faire expérimenter le jouer, finalement, le play. On veut qu'ils aient du fun, on veut qu'ils se mettent dans une certaine activité, finalement, qu'ils vont faire dans le temps. Le game design, c'est un problème de design de second ordre, dans lequel les designers veulent construire, finalement, le jouet, mais pour construire le jouet, ils doivent passer indirectement par le jeu, par le système de règles, finalement, qui est mis en place. Alors, je reprends mon exemple de tantôt, en enlevant un petit peu de choses qui étaient dans le chemin. La différence entre l'auteur qui écrit son livre, même chose pour le cinéaste qui fait son film, tous les médias qui s'expérimentent de manière linéaire, c'est-à-dire que le texte est une séquence prédéterminée de signes qui est invariable, même si l'ambiguïté interprétative va nous permettre de faire plein d'affaires avec cette séquence-là, versus le game designer qui produit un objet qui a déjà une certaine variabilité interne. Mais la différence entre les deux, c'est que notre auteur, finalement, a en tête une certaine expérience qu'il veut faire vivre à son lecteur. Cette expérience-là, il va la créer au moyen d'un savant agencement de morceaux, donc qui vont habiter son esprit, et qui va agencer comme ça pour produire un récit. Des fois, s'il fait un récit, sinon il va produire un autre type de texte, peu importe, il va les organiser d'une manière ou d'une autre, pour produire un texte, donc notre fameux texte ici, qui va contenir des personnages, un univers et autre chose, possiblement un discours, bon, etc. Ça dépend de quel côté théorique on se trouve. Et éventuellement, notre lecteur à l'autre bord va un peu faire le chemin inverse. Donc, il va essayer d'approcher le texte en ayant accès aux morceaux. Il va essayer de les agencer ensemble dans son esprit pour essayer de reconstruire le texte, finalement, auquel il a accès.
et d'en tirer une interprétation intéressante pour, on l'espère, vivre la même expérience que celle qu'a voulu faire vivre finalement l'auteur. Ça, c'est le scénario idéal, le plus classique. Alors, notre game designer, lui, son problème, c'est qu'il veut faire vivre une expérience aux joueurs, mais il va agencer ses morceaux pour produire un jeu. Mais le jeu, c'est juste l'objet. Le jeu va lui-même mettre en place un certain type de gameplay et le jeu va lui-même avoir la structuration de ces morceaux-là. Structuration de deuxième ordre, qui n'est pas juste la structuration de ses idées, mais une implémentation technique de ses idées dans un ensemble de règles, qui va proposer une expérience aux joueurs. Et on espère que le joueur ne va pas juste avoir l'impression d'être perdu dans un espace vide et qu'il ne saura pas quoi faire. On espère qu'il va faire le trajet inverse, qu'il va essayer de réassembler ces pièces-là. Il va faire des essais et des erreurs. Donc, il va avoir des trous en forme de rond et juste des blocs carrés ou des blocs triangles qu'il ne pourra pas faire rentrer à l'intérieur. Des fois, ça ne marchera pas, il va se casser la tête, il va avoir de la misère peut-être. Mais au bout du compte, on espère qu'il va réussir une fois qu'il aura réglé l'aspect fonctionnel de cette expérience de jeu-là. C'est-à-dire qu'il va être capable de progresser, d'avancer, de comprendre ce qu'il faut faire, d'avoir accès à une certaine séquence sémiotique qui est celle ou une de celles prévues par l'auteur. Il va avoir accès à assez de matériel sémiotique pour de là faire un travail interprétatif, le même travail interprétatif qu'on va faire face à la littérature, et à partir de là, vivre l'expérience finalement qui était voulue de la part du concepteur. Encore là, scénario idéal, qui se réalise très rarement. Très souvent, on bute, si on veut, sur l'aspect fonctionnel qui est là. On a de la misère à faire marcher la machine. On n'est pas en train d'apprécier comment la voiture me permet d'avoir une expérience esthétique de la conduite automobile, de la vitesse, etc. Je suis en train de gosser après une manette pour essayer de le mettre en 5e vitesse, puis ça ne marche pas, maudite affaire. Et donc, il y a cet aspect-là dans le jeu qui est souvent présent. Je reviens chez Ricoeur, que j'adore. Ricoeur a une forme d'imagination qu'il va appeler l'imagination productrice et qui va distinguer de l'imagination en général. Alors, l'imaginaire et l'imagination, vous le savez si vous êtes à Figura, c'est quelque chose d'extrêmement vaste. L'imagination productrice, finalement, pour Ricoeur, c'est cette imagination tournée vers un objectif, tournée vers un but, une imagination qui va se caler sur ou s'inspirer ou se mettre sur les mêmes rails que le design, c'est-à-dire une imagination tournée vers la production de quelque chose, vers un but. Et donc, lui, il va dire que l'imagination productrice est utilisée pour la figure de langage et dans la fiction aussi. Il ne va pas plus loin. Ce qui va faire finalement, une des choses en fait que je trouve intéressante dans ce que Ricoeur fait avec l'imagination productrice, c'est quelque chose à laquelle il arrive en faisant la synthèse de deux types d'activités. La production de figures de langage, donc les fameux jeux de langage, etc. Il va réussir, il va dire, il y a quelque chose dans la création de jeux de mots et de figures de langage. Il y a quelque chose là-dedans qui a une parenté avec la fiction aussi, le fait de créer de la fiction. Pour trouver ce qu'il y a de commun aux deux, je vais faire la synthèse des deux ensemble, pour trouver ce qu'il y avait au milieu, dans le fond, qu'ils avaient en commun. La mise en commun, le prendre ensemble, dans les termes de Ricoeur, de ces deux éléments-là, va lui permettre d'identifier le noyau commun qui n'était pas visible au départ, qu'il va appeler l'imagination productrice. Et donc, à travers cette synthèse-là, il y a un acte de création. Si on fait la même chose avec le jeu et la fiction, j'ai dit un gros parallèle, il y a un gros lien de parenté, etc. Qu'est-ce qu'il y a de commun finalement au jeu et à la fiction, dans tout ce que j'ai identifié jusque-là, qui est commun aux deux, c'est la simulation. Et c'est assez ironique, en fait ironique non. Moi c'est un constat que j'adore parce que ce que les ludologues ont fait, au début des années 2000, c'est rejeter la narrativité et dire ouais, s'intéresser au jeu en tant que récit, c'est correct, mais c'est la couche de base. Certains ludologues ont été radicaux, comme Marco Esquelinen, ce qu'il a dit. S'intéresser au récit dans le jeu, c'est comme s'intéresser à l'emballage cadeau inutile. Donc, c'est assez fort quand même. Et bon, c'est complètement faux, mais bon, quand même. Le but, c'était de faire la polémique et ça a très bien réussi. Et ce que les ludologues vont faire, c'est de dire oui, s'intéresser au jeu par la narration, c'est correct, mais c'est la couche de base, c'est pas ça qui est important. Ce qu'il faut voir, c'est les jeux comme des simulations. C'est beaucoup plus productif. Alors que pour moi, la différence entre le jeu comme simulation et le récit comme simulation n'est pas une différence d'ordre catégorique, c'est presque même ontologique. C'est une différence d'à quelle étape on regarde ça finalement. Parce que la fiction, c'est le résultat d'une simulation mentale, tandis que le jeu, c'est quelqu'un qui me propose une simulation sémiotique, disons-le comme ça. J'ose pas dire simulation physique parce qu'il y a des jeux mentaux. Donc une simulation sémiotique à partir de laquelle, finalement, ou à travers laquelle on met aussi en place une fiction en tant que résultat d'une simulation mentale d'ordre narratif, et qui va proposer au joueur une simulation mentale, comme pour le lecteur, va lui-même vivre une simulation mentale finalement pendant qu'il va lire le roman. Maintenant, il faut se demander, simulation de quoi? Parce que ça peut être deux simulations, mais si c'est des simulations de bananes versus des simulations de pommes, ça ne se compare pas, comme des pommes et des bananes. C'est encore pire que comparer des pommes et des oranges. C'est pour ça que j'utilise la simulation de bananes. Donc, simulation de quoi? Simulation d'action, en fait. L'action, c'est la propriété numéro 1 de la fiction, selon Aristote. Il disait clairement à l'époque en disant
Les personnages doivent s'exprimer à travers des actions. C'est l'action qui prime finalement sur la fiction et qui va faire que la poésie va être belle, bon, etc. On est un peu sorti de ces jugements de valeur-là. Toujours est-il que finalement l'action reste une des propriétés fondamentales de la fiction. Et pour Schaeffer, la fiction est une simulation d'actes mentaux. Alors c'est assez... là, on se déplace un petit peu du côté du créateur, du côté de la réception, mais reste que dans l'objet, dans la suite, dans la séquence sémiotique qu'on va produire, il y a beaucoup d'actions qui sont mises en place. Et souvent, elles sont prises en charge par des personnages. Pas toujours, mais souvent. Donc, la simulation d'action, c'est ça sur quoi va reposer la fiction et le jeu. Évidemment, le jeu nous demande de faire des actions dans un cadre simulé. Et il y a donc plusieurs types de simulation à la fois. Du côté de la création, on a le créateur qui joue avec ses idées, comme l'enfant, le poète qui joue avec ses idées. Donc, il y a un jeu qui se fait, c'est-à-dire réorganisation dans un cadre sécuritaire, cadre privé la plupart du temps, dans lequel on crée. Et à partir de ça, donc, on exécute des simulations. OK, si je mets tel personnage-là qui dit telle chose, qu'est-ce qui va se passer? Oui, mais là, il n'y a aucune raison logique pour laquelle il refuserait son aide, parce que je l'ai défini comme ça, il faut que je le définisse autrement. On simule, on revient, on retravaille notre design finalement, pour que notre design narratif, notre conception narrative, nous permette de faire vivre l'expérience narrative qu'on souhaite faire vivre à notre lecteur. Donc, il y a ce côté-là dans lequel on a le jeu et la simulation, où est-ce qu'on a l'imagination productrice. Du côté du lecteur-spectateur-joueur qui fait l'expérience de l'objet, alors, la simulation et le jeu vont s'incarner dans le récit, entre autres. Mais donc, il y a une dimension verticale ici. Alors, il peut y avoir plein d'autres choses dans l'objet à part le récit. Entre autres, il y a le récit que j'identifie ici parce que c'est sur le sujet. La personne qui fait l'expérience de cet objet-là rentre aussi dans une simulation mentale avec sa faculté de l'entendement. J'entends l'entendement ici au niveau de Kant. C'est un autre sujet complètement. Il y aurait plein d'autres façons de le définir, j'en suis conscient. Pour moi, il y a une parenté là qui est très forte. Mais tout ça pour dire que, finalement, le lecteur-spectateur-joueur se fait une simulation mentale dans une dimension fonctionnelle. C'est-à-dire qu'à travers les mots, les images qu'il voit, les actions qu'il performe, il arrive à reconstruire un sens au texte, ou il en construit un s'il n'a pas l'impression que c'est celui-là qui est en train de réellement identifier. Mais non seulement il vit cette simulation mentale-là pour essayer de décortiquer, comprendre, construire un texte de réception. Non seulement ça, mais il vit en plus une expérience esthétique. Une expérience d'ordre esthétique, c'est-à-dire que je vis quelque chose de le fun, de trippant, qui n'est pas une expérience utilitariste, comme je vivrais en lisant un manuel d'instruction. Je vais vivre finalement une expérience esthétique qui va me plaire ou ne pas me plaire selon des critères de différents ordres. Puis là, définir l'expérience esthétique, c'est encore autre chose. Je ne vais pas là aujourd'hui. J'en ai parlé dans ma thèse doctorale, si ça vous intéresse. Ça s'appelle « Des typologies mécaniques à l'expérience esthétique, fonctions et mutations du genre dans le jeu vidéo ». OK. Donc, je pense que j'ai regardé il n'y a pas longtemps, c'est pour ça que je me souviens du titre. Donc, il y a ces deux versants-là, si on veut, de l'expérience du lecteur-spectateur-joueur, qui va se faire une simulation mentale niveau fonctionnel, comment les blocs s'agencent, et une expérience esthétique. Est-ce que c'est le fun? Est-ce que c'est trippant? Et les deux se distinguent parfaitement bien. On suit à la lettre. On comprend tout de l'intrigue d'un film qu'on va juger extrêmement mauvais, mais on comprend tout quand même. Donc, on reconstruit quand même la structure de la séquence sémiotique. Et peut-être qu'on se fait des simulations mentales qui, finalement, nous orientent sur des pistes beaucoup plus intéressantes que celles que nous propose le film, à partir du moment duquel on sort de l'expérience esthétique qui veut être mise en place par le film pour dériver vers notre propre expérience. Je parle maintenant de la création, de la haute couture au bricolage 2.0. Donc, qu'est-ce qui se passe, finalement, à partir des créateurs qui créent dans leur posture classique et maintenant? Maintenant qu'on a des joueurs qui réellement s'approprient et qui vont jouer avec les contenus qu'ils vont voir dans leur jeu, même chose pour les lecteurs, même chose pour les spectateurs, on a des gens qui se saisissent d'un pouvoir de création. J'amène ici le modèle de la base de données, amené par Lev Manovich, qui parle des nouveaux médias, entre autres dans 2001, The Language of New Media, ouvrage super important, mais surtout, dans mon cas, dans l'article Database as a Symbolic Form, en 1999, où est-ce qu'il va nous expliquer la base de données. Il va dire la base de données, c'est la forme symbolique des nouveaux médias. Une base de données, c'est une organisation structurée d'éléments hétérogènes. Et une structuration d'éléments hétérogènes, ça, c'est exactement ce que Ricoeur appelle finalement le réseau conceptuel de l'action. C'est-à-dire, une action, c'est quoi? Donc, la philosophie de l'action, c'est un champ de recherche dans lequel il y a toutes sortes de choses qui se sont dites. C'est énorme d'ailleurs, j'ai pas osé encore m'y plonger, mais bon, j'ai trempé un orteil. Et donc, dans le fond, ce que Ricoeur va nous dire, c'est que l'action humaine est un ensemble d'éléments hétérogènes. Des motivations, des buts, des moyens, des intentions, etc. Et c'est quand on les envisage dans un prendre ensemble, dans un rapport de composition qui se rapproche de la composition chez Spinoza, donc quelque chose qui vient structurer les éléments et les construire ensemble pour en faire ressortir, on l'espère, le meilleur, comme l'éthique chez Spinoza, mais au pire, allez, c'est pas grave, tant que ça se tient debout. Et donc, pour Ricoeur, finalement, cette organisation structurée d'éléments hétérogènes arrive à une action qui est dans un réseau conceptuel. La base de données, c'est exactement ça. C'est un paquet d'affaires mises ensemble. Et la mise ensemble de ces affaires-là, c'est ce qu'on appelle un récit.
un récit peut être compris comme un parcours à travers une base de données, souvent celle de l'auteur dans son sous-sol, avec ses fiches qu'il va coller sur le babillard quand il fait le scénario d'un long métrage, ses personnages, ses différentes versions avant la réécriture finale. Il y a une base de données qui est là, il y a des personnages qui font des choses, on combine des personnages, on déplace des traits de personnalité, etc. Souvent, on prend ça du réel. Hein, on prend le caractère arrogant de ma nièce avec le caractère impétueux de mon beau-frère, puis on fait un personnage avec ça. Donc, la fiction est vraiment une modélisation du réel et une configuration du réel, encore le Ricard. Et donc, une base de données, c'est l'état à plat, si on veut, de l'ensemble de ces contenus. Et le récit, c'est le parcours qu'on me propose, une expérience qu'on me propose à travers ces parcours-là. Voici des personnages que vous reconnaîtrez dans le jeu Clou, si vous avez joué au jeu Clou. Alors, on a une base de données avec des personnages, avec des environnements, avec des armes du crime suspectées, et on a des actions. Accuser, mourir, aller en prison. Bon. Chaque fois qu'on fait une partie de Clou, on est en train d'actualiser un parcours à travers la base de données. Donc, dans une partie, c'est Mademoiselle Scarlett qui va avoir utilisé le tuyau de plomb pour tuer M. Green et M. Green dans la bibliothèque. Et Professeur Plum va accuser Mademoiselle Scarlett, qui va donc aller en prison directement, sans passer go, sans réclamer 200 $. Dans une autre partie, ça va être complètement autre chose qui va arriver. Donc, toutes les possibilités sont ouvertes finalement. Et du moment où on envisage le récit comme un parcours possible à travers une base de données narrative, on arrive à la possibilité qu'on développe, non pas des récits, mais qu'on développe des bases de données, et qu'après ça, plein de gens utilisent ces bases de données-là pour faire plein de récits. C'est un des fondements derrière les fictions transmédiatiques, mais on peut même remonter à, je sais pas moi, Tolkien par exemple. Tolkien avait noté dans ses écrits qu'il avait imaginé tout cet univers fictionnel-là et qu'il était très ouvert à ce que d'autres écrivains s'en saisissent et l'utilisent pour développer leurs propres écrits. C'est ce que Guy Gabriel Kay a fait, entre autres. Il a repris certains éléments de l'univers du Seigneur des Anneaux, de la Terre du Milieu, en fait, qu'on a entrevu dans le Seigneur des Anneaux, dans sa propre série, là, La Tapisserie de Fianara, et tout ça. Donc, les fictions transmédiatiques, qu'est-ce que c'est? Ce sont des fictions qui sont axées autour de franchises. Les franchises sont rarement basées sur un récit, mais plutôt sur un monde fictionnel ou des personnages, sur une base de données fictionnelle. Alors, la différence entre une fiction transmédiatique et, je sais pas moi, une suite interminable de films de Jason, par exemple, c'est qu'au lieu d'avoir un récit qui se prolonge et des personnages qui restent les mêmes, qui se prolongent et qui vivent d'autres épisodes narratifs, c'est qu'on a un univers qui est mis en place et cet univers-là va être étendu dans différents médias. Donc, chaque média va être exploité selon ses forces, en concomitance et en complémentarité, plutôt que par une logique de l'adaptation où on a un texte central qui, après ça, va être répercuté dans d'autres médias. J'ai parlé de ça dans un texte que j'ai écrit avec mon collègue Vincent Mauger de l'Université Laval, qui s'appelle... celui-là, je n'ai pas regardé il n'y a pas longtemps, puis le titre est long comme ça, fait que je m'excuserai si je ne m'en rappelle pas. C'est dans la revue Nouvelle Vue sur le cinéma, Nouvelle Vue maintenant, en fait, qui s'appelle... Nouvelle Vue. Alors, c'est à propos de Assassin's Creed, de la transmédialité, du complexe transmédiatique d'Assassin's Creed, truc. Donc, la figure de proue de ce modèle-là, c'est George Lucas et Star Wars. Quelqu'un qui aurait dû ne pas faire de récit et juste nous faire un univers fictionnel. Selon plusieurs, vous m'excuserez, si ça vous choque. Alors, George Lucas disait en 96, « Le jeu vidéo, c'est la chose la plus excitante que j'ai découverte depuis que je suis dans le cinéma. C'est une combinaison de toutes les choses auxquelles je suis intéressé. » On n'a pas de misère à le croire. Et Celia Peirce notait, une des narratologues identifiées par les vidologues, elle disait en 2004, « Star Wars est un excellent exemple d'un monde fictionnel qui est fait sur mesure pour le jeu vidéo, ou pour le jeu en général. Le premier film ressemble beaucoup plus à un jeu qu'à un film. » C'est assez intéressant. On nous présente les enjeux, on nous présente le parcours, on accomplit les quêtes, on accomplit les missions, on bat les boss, et finalement, on a gagné à la fin, on a une médaille. Et that's it. Finalement, on a mis en place tout un univers, tout un monde, on a exploré les espaces, la dimension spatiale a pris beaucoup plus d'importance, peut-être que la dimension narrative. Ce serait à discuter en détail. Les forces de George Lucas, comme constructeur d'univers, nous ont donné des contextes fictionnels qui ont été fascinants pour au moins 2 générations. Donc, si on n'aime pas George Lucas pour ses récits, particulièrement pour les épisodes 1, 2, 3, on peut au moins l'aimer comme constructeur, bâtisseur d'univers fictionnel. Lui et son armée d'employés chez Lucasfilm et Lucas Books, qui gèrent, si on veut, le contexte de la franchise. Henry Jenkins, alors une personne admirable au niveau personnel et en plus un grand penseur, donc c'est doublement intéressant à ce niveau-là. De plus en plus, on vit dans un monde transmédiatique, de narration transmédiatique, où on dépend moins de chaque œuvre pour être autonome, mais on a dans l'idée que chaque œuvre va contribuer à une économie ou une écologie narrative plus grande. Alors de plus en plus, on approche les fictions
de manière globale sous ces termes. Et donc, créer un univers encyclopédique, donc un univers qui met l'accent sur la dimension encyclopédique, c'est créer en fait un terrain de jeu. Un lieu séparé, clôturé, régi par des règles particulières, prévues pour l'accomplissement d'une action spécifique, pour reprendre la définition du cercle magique qui caractérise le jeu pour Johan Huizinga. Ce n'est que ça. Star Wars, il y a une raison pour laquelle on a des Jedi, puis des extraterrestres, puis un empire galactique. C'est pas juste pour occuper du dialogue pendant qu'on est à l'écran, c'est parce qu'on va faire quelque chose de riche et de gros avec ça, finalement. Voici l'univers de Star Wars que je préfère. Donc, il y a l'univers filmique, il y a l'univers de la littérature, et il y a l'univers des jeux vidéo. Alors, je pense, la dernière fois que j'ai compté, il y avait plus de 75 jeux vidéo de Star Wars. En termes de romans, je ne sais pas, il y en a combien, ça, c'en est quelques-uns, il y en a, ça finit plus. Donc, si vous aimez l'univers de Star Wars, les films sont en fait une entrée très timide à l'intérieur de cet univers-là. Mettre l'accent sur une certaine catégorie d'action qui se passe dans Star Wars. La chose qui est la plus remarquable pour moi quand j'ai commencé à lire de la littérature de Star Wars, c'est de voir comment il y avait tout... En fait, l'une des portions principales de cette littérature-là, c'est comment les personnages Jedi utilisent la Force. Alors, on a Luke Skywalker qui est là, qui dit bonjour, qui serre la main. Puis là, il projette la Force pour sentir ses émotions. Il sent un contact chaud et froid. Derrière lui, il remarque des formes un peu spectrales. Il projette la Force pour essayer d'atteindre ses émotions. Je veux dire, tu as un paragraphe ça de long qui, dans le film, apparaît pas du tout. Donc, le film nous donne accès à le côté spectaculaire. Hein, sabre laser que... Ça, c'est écœurant, tout le monde triple là-dessus. Oui, c'est très cool. Mais il y a toute une dimension autour qui ne peut pas être traitée convenablement par le média cinématographique. Je vous parle d'un jeu, en fait, peut-être passer rapidement là-dessus, finalement. Oui. Le livre est venu après le film, quand même. Ah oui, d'abord, il y a eu le film. Après ça, il y a eu le livre qui était l'adaptation du film. Mais après ça, tous ces romans-là ne sont pas des adaptations. Hein. Ça vient ajouter des blocs à l'univers narratif. Nouveaux personnages. Je suis en train de lire Shadows of the Empire. Shadows of the Empire se passe entre l'Empire contre-attaque et le retour du Jedi. Et là-dedans, on nous explique qu'en fait, Darth Vader est en compétition envers le chef d'une organisation criminelle super importante qui veut gagner la faveur de l'Empereur. Et pour gagner la faveur de l'Empereur, il veut faire échouer Darth Vader dans sa mission qui est de capturer Luke Skywalker vivant pour l'amener à l'Empereur pour le convertir en Jedi du côté obscur de la Force. Et donc, il organise des attentats et lui, son but, c'est de tuer Luke Skywalker. Comme ça, Darth Vader va avoir l'air d'avoir échoué, va perdre la faveur de l'Empereur et lui, il va gagner la faveur de l'Empereur. Il y a rien de ça dans les... Il n'y a rien de ça dans les films, évidemment. Donc, on vient étendre comme ça l'univers en ajoutant des morceaux et des blocs partout dans une imbrication narrative qui est assez intéressante. Je passe par-dessus le jeu Star Wars Knights of the Old Republic, à part pour dire que c'est super, que les critiques notent que c'est un univers beaucoup plus complexe, en fait, moralement, que ce qu'on voit dans Star Wars. C'est beaucoup moins manichéen. Et que, en fait, Knights of the Old Republic est meilleur que épisode 1 et épisode 2, en termes de fidélité à l'univers de Star Wars. C'est assez intéressant hein, quand on dit que finalement ça ressemble beaucoup plus à un jeu qu'à un film, mais c'est pas pire. Mais ce qui m'intéresse, c'est que les fans vont s'approprier ce jeu-là, et je passe un peu par-dessus, et ils vont utiliser leurs connaissances et leurs compétences culturelles d'une façon différente que celle envisagée par Bourdieu quand il parle du capital culturel. Donc pour Bourdieu, le capital culturel, c'est la façon pour, disons-le rapidement, les masses, d'atteindre, si on veut, une certaine forme de culture et de participer à la culture officielle, disons-le comme ça. Je vais vite parce que j'ai plus beaucoup de temps. Donc, et ce que Lisa Lewis, entre autres, va dire, c'est que non, les fans ne sont pas intéressés, en fait, à participer à la culture officielle. Ils sont intéressés à participer à la culture de Star Wars, qui est une culture très légitime à leurs yeux. Et grosso modo, ils disent, et là, je regarde l'enregistrement audio, donc je vais le mimer, ils disent, vous savez quoi, votre culture officielle, vos proustes puis vos virgules, là, moi, ça ne m'intéresse pas. Je veux continuer à lire du Star Wars et à écrire du Star Wars, et voilà. Je parle de Christian Bégin, donc qui fait son entrée tardive. Il y a un site qui s'appelle le Wiki Bégin. Et là, je vous montre des screenshots parce que je suis allé en janvier, puis ça allait bien. Puis là, je suis allé tantôt, puis le site ne fonctionne plus. Fait que là, j'espère qu'il n'est pas disparu pour toujours, puis c'est juste un bug. Mais bon. C'est l'encyclopédie libre de Christian Bégin, donc qui est créée par des internautes qui décident de s'approprier Christian Bégin parce qu'ils sont fans. Gâtez-vous, gâtez l'humanité, c'est libre comme un Bégin parce que tout le monde peut contribuer à Wiki Bégin. Donc voilà, il y a plein d'articles. Son torse, Denis Bégin, sa maison dans Kamouraska, sa petite crise à tout le monde en parle, ses fesses d'acier, son plat favori, etc., etc. Donc, on lit ça, puis ce qui m'intéresse là-dedans, c'est qu'en fait, non seulement les fans s'approprient Christian Bégin et décident d'élargir finalement le persona pour en faire une espèce de Chuck Norris québécois, bon, un peu. Non seulement ils font ça, mais en plus, il y a une voie narrative qui se développe et il y a un type de blague et l'encyclopédie présente un ton assez constant à travers les articles. Et quand on tombe sur un article qui n'a pas le ton du Wiki Bégin, on le remarque tout de suite. Donc, malgré le fait que c'est des centaines, milliers, bon, je ne sais pas combien il y a de fans de Bégin, c'est peut-être 50, là, c'est peut-être 10. Malgré qu'il y a des fans de Wiki Bégin de Bégin qui vont participer à Wiki Bégin, finalement, ils vont organiser, structurer, si on veut, leur construction autour de certaines pratiques
de certains enjeux. Donc, sa carrière, malaise. Christian Bégin est le provocateur de nombreux malaises lors de son inénarrable émission hebdomadaire Curieux Bégin, pendant ses pièces de théâtre et autres interprétations culturelles, et particulièrement pendant Bar ouvert. Lors de ses diverses interventions, Bégin y va de plusieurs remarques, postures, rires d'alcooliques et autres incompréhensions qui amènent les téléspectateurs dans des zones d'inconfort hors du commun. Donc voilà. Tu voyais un petit peu le ton de l'encyclopédie. Un autre article comme ça, ses études. Christian a étudié en théâtre au Collège Lionel Groux de 83 à 86. On y voit donc tout le bien fondé pour lui de paraître dans une émission de cuisine, contrat en parfaite continuité avec sa formation professionnelle et pour lequel il est parfaitement qualifié. Alors, bon, qui sont ces gens qui contribuent à Wikibégin? Ce sont des anonymes, on ne les connaît pas, mais ils adoptent un ton qui est en fait assez respectueux de l'ensemble. Là, je viens de vous dire une menterie parce que ça, c'est moi qui l'ai écrit. C'est moi qui ai écrit ça, donc... mais j'ai écrit ça, puis j'ai pas réfléchi. Je me suis pas dit, un jour, je vais présenter ça dans une conférence universitaire, et donc je vais adopter le ton, blablabla. Non, ça s'est fait naturellement. Pour la même raison qu'on remarque une différence de ton entre le Wikipédia en anglais et le Wikipédia en français. Si vous avez jamais remarqué, vous regarderez. Wikipédia anglais est très factuel, très stock-up, j'allais dire. Wikipédia français, on sent l'auteur qui, des fois, s'amuse à faire des parallèles, puis à diverger... il divague pas, mais à diverger, disons, en tout cas d'habitude, on espère qu'il ne divague pas, mais donc ils vont s'amuser à diverger du propos principal pour aller ajouter des précisions, des choses comme ça. Des fois, on sent qu'il y a un prof d'université qui donne un cours, puis qui est en train de taper un peu ce qu'il dit pendant son cours sur Wikipédia. Il va faire des parallèles, puis bon, tu fais comme, oui, c'est vrai, mais bon, c'est un peu personnel. Il y a des gens qui rient, donc expérience, j'imagine. Alors, la différence, c'est que maintenant, on n'a plus le luxe, si on veut produire un univers encyclopédique, de laisser une base de données floue. J'achève d'ailleurs, je vais finir à l'heure, pas de danger. On n'a plus ce luxe-là, et il y a un joueur, j'ai une vidéo YouTube, mais évidemment, je ne suis pas sur Internet, donc on ne le verra pas, c'est pas grave. Une convention de Blizzard. Blizzard fait le jeu World of Warcraft. Il y a des millions de joueurs qui jouent dans le monde, alors c'est un gros truc. Ils font leur propre convention avec des milliers de personnes qui vont là, bon, pour les nouvelles parutions, etc. Il y a un panel avec les deux chefs scénaristes et tout ça de World of Warcraft. Et il y a un joueur qui s'en va au micro et qui dit « Ouais, j'ai une question à propos de tel personnage. » Alors là, il faut comprendre que dans World of Warcraft, il y a des milliers de personnages non-joueurs. Il y en a plein qui sont pas importants, mais il y en a au moins plusieurs centaines qui sont importants. Et il y a des romans, et bon, il y a tout un univers transmédiatique autour de ça. Il dit, j'ai lu tel livre, et dans le livre, on dit que c'est lui qui est allé faire telle affaire, et donc il est devenu le chef de tel endroit, mais quand je vais dans le jeu, je me rends compte qu'il n'est pas là. Donc, qu'est-ce qui est arrivé? Ce personnage-là, il nomme le nom du personnage, c'est Falstad Warhammer. C'est genre, il doit être 800e sur l'ordre d'importance des personnages dans le jeu. Fait que là, un des auteurs est là, puis il dit, ouais, est-ce que Falstad n'est pas mort, en fait, dans Day of the Dragon, qui est un des romans, évidemment? Et le nerd, on va l'appeler comme ça, répond, non, en fait, il survit, puis il devient le leader de Harry Peak, puis on le voyait à Harry Peak, qui est un endroit dans le jeu, jusque dans la révision 3.2 du jeu, puis après ça, il est disparu avec votre expansion. Fait que là, le gars, il fait, ouais, pourquoi non? Merci, on va arranger ça. Et donc, le fan a trouvé finalement quelque chose qui aurait dû être là et qui n'était pas là dans l'univers. Mais les fans peuvent en plus non seulement juste questionner et s'amuser à taper sur des univers, c'est très facile et divertissant, ils peuvent en plus faire une participation créative. Je pense à Knights of the Old Republic 2. Le premier jeu est un grand succès critique, alors évidemment, il va y avoir une suite, puis évidemment, il faut que la suite sorte pour Noël pour faire les ventes. Donc, on pousse dans le dos du développeur qui n'a pas le temps de finir son jeu comme il faut. Ce qui fait qu'à la fin du jeu, tu as plein de personnages, tu as une intrigue amoureuse qui se met en place, tu as plein de possibilités d'interaction de tes personnages principaux. Tu arrives à la fin du jeu, tout le monde est dans le vaisseau puis a été rendu inconscient, tu t'en vas dans la dernière place, c'est vide, et tu arrives au boss de la fin, et il y a plein d'affaires irrésolues laissées en suspens. Les fans sont très déçus, alors ils vont ouvrir le jeu, aller voir les entrailles du code, ils vont remarquer, hey, il y a plein de lignes de dialogue qui sont là, il y a plein de scènes qui ont été prévues qui sont là, dans le code, dans la base de données, mais qui ne sont pas actualisées dans le récit, finalement, dans mon expérience que je peux faire de ce jeu-là. Donc, il y a plein de scènes qui sont là, finalement, sur le CD-ROM, mais auxquelles on n'a jamais accès. Alors, les fans se retroussent les manches, commencent à hacker le jeu et développent finalement, ils développent pour vrai la fin du jeu. Ils finissent le jeu à la place des développeurs du jeu. Donc, ils prennent les cinématiques, ils essaient de les mettre en place parce qu'ils n'ont pas eu le temps de mettre les personnages en scène et tout ça. Fait que là, ils placent les personnages et tout ça. Ils engagent des comédiens qui vont faire les voix des personnages et tout ça. Et ils font un projet de restauration. Donc, il y a le projet Knights of the Old Republic 2 Restauration. Et le projet est super avancé, donc ils ont un timeline, ils sont organisés en communauté, ils ont un forum, tu peux downloader le patch, tu peux l'essayer sur ton ordi et tout ça. Donc, il y a quelque chose d'absolument inspirant là-dedans et qui participe du jeu et de la fiction en même temps. Et je vais terminer en notant rapidement, parler de Penny Arcade, qui est une bande dessinée. À un moment donné, dans un comic,
un des personnages a été engagé pour créer un cycle de 7 romans de fantasy génériques et qui sont poches. Puis bon, la blague est un peu là-dessus. Et ils font leur blague là-dessus, ils font 2-3 panels là-dessus, mais ils rouvrent un wiki. Ils rouvrent un wiki sur cet univers fictionnel-là. Ils créent 5-6 pages de base. Donc ils disent c'est un monde dans lequel les magiciens ont des pouvoirs magiques et peuvent animer des objets inanimés. Et donc, voici l'univers, voici quelques-uns des personnages. Et ils ouvrent le wiki au public. Alors là, les gens vont faire comme avec Wiki Bégin, des ajouts. Ils vont voir un personnage, ils vont dire, lui, il a une liaison avec une telle. Ils vont créer une fiche vers une telle. Quelqu'un d'autre va aller créer ce personnage féminin-là puis l'expliquer. Après ça, ils vont, bon. Et là, on va comme ça nourrir. Et à un moment donné, l'encyclopédie explose. Il y a 6800 pages sur cette wiki-là qui détaille un univers fictionnel fictif. Donc, c'est pas un univers fictionnel, c'est un univers fictionnel fictif, mais qui est en train de devenir réalité parce qu'on est en train de construire une encyclopédie qui nous explique cet univers-là. Fait que les gens disent, bon, il y a eu 7 romans, mais après ça, il y a eu un 8e roman, mais on conteste le fait qu'il soit vraiment le fait de l'auteur parce qu'il y a des trucs stylistiques différents. On va voir la page de comparaison. Fait que là, on invente des passages qu'on compare pour montrer que c'est pas le vrai style de l'auteur et tout ça. On dit qu'au Japon, ils ont fait un jeu de cartes sur cette franchise-là, puis on montre des cartes, du jeu de cartes supposé au Japon et des produits dérivés et tout ça. On place des extraits d'entrevues avec le créateur, qui est évidemment pas une vraie personne, mais bon. Donc le truc explose à tel point que Wired Magazine le remarque et en parle et dit bon, on va détailler quelles sont les nourritures, les coutumes locales, quels sont les chapeaux les plus célèbres. Donc on a créé un univers fictionnel étendu. Vous avez ici par exemple la page du premier roman de la série, finalement, du cycle. Et là, on vous explique quelle est l'intrigue avec toutes sortes d'affaires, puis tu sais, c'est très cliché fantasy. Et en bas, vous avez les citations, donc c'est assez drôle quand même. J'aime bien la dernière en particulier. George Lucas qui dit « You've clearly put as much effort into this as I did into the Phantom Menace. » qui était l'épisode 1. Donc, je trouve ça très drôle. Et là, après ça, ils vont, dans une prochaine bande dessinée, créer un faux auteur qui aurait plagié cette série célèbre de notre personnage auteur. Et là, après ça, fait que là, on se ramasse avec une copie parodique imaginaire d'une franchise imaginaire dans l'univers imaginaire des personnages de la bande dessinée. Je trouve ça complètement fou, puis j'arrête là, parce que j'ai plus de temps. Puis, je vous remercie, en fait, de m'avoir écouté et de m'avoir laissé parler si longtemps. Fait que,